Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité spécialisée sur la sphère des bandes dessinées américaines, mais pas que, et de leurs adaptations. On va vous faire le débrief de tout ce qui se passe d'intéressant et de croustillant sur la deuxième partie du mois de novembre, puisque Front Page, c'est une émission qui revient 3 fois par mois sur First Print. Vous êtes habitués, c'est notre émission la plus régulière que nous tenons, pour l'instant sans aucune interruption depuis plus de 2 ans. Et Corentin qui est avec moi. Salut. Je pense qu'on peut se féliciter de cette chose-là. C'est rare. Je me suis déplacé pour l'occasion. C'est ça. Voilà, ce qui n'arrive pas souvent. Alors je te propose une petite séance d'auto-congratulation. Voilà. D'accord. T'es le meilleur, Arnaud. Ah, c'est toi le meilleur. First Print, c'est vraiment bien. C'est vraiment chouette. Si vous êtes d'accord avec ça, n'hésitez pas à le dire. C'est vraiment un chouette podcast. Bref, on va pouvoir parler d'actualité. Mais avant tout, on vous rappelle que cette émission, justement, si elle peut durer depuis 2 ans et si vous voulez qu'elle continue comme celle-là, elle doit pouvoir profiter de votre soutien. Donc, n'oubliez pas un commentaire, des partages sur les réseaux sociaux. Ça nous aide tous les jours pour faire découvrir le podcast, tout simplement pour permettre d'être écouté par le plus grand nombre. Mais nous avons aussi une page Tipeee qui est ouverte sur laquelle vous êtes à l'heure actuelle 134 à nous soutenir et certains depuis très longtemps. Et donc, on vous remercie car c'est grâce à vous que nous pouvons continuer de faire autant de podcasts. Et merci. Un merci particulier à City Stars, notre dernier contributeur en date, pour un très joli don qu'il nous a fait au cours des 6 derniers jours. Merci à toi. Oui. Et on espère que vous serez d'autres à suivre son exemple si vous le pouvez, bien entendu. Maintenant, on passe du côté des comics tout de suite avec un petit point sur les campagnes Ulule en cours de financement. 2 éditeurs qui sont souvent présents sur cette plateforme et dont nous vous rapportons les derniers travaux que vous pouvez aller soutenir. Il y a donc d'une part Comics Initiative qui a lancé sa campagne pour Setsujoku qui est le titre de Vic et Black, donc une création originale parmi les différentes propositions justement de création française qui sont faites chez Comics Initiative, qui, on vous le rappelle, donc est une maison d'édition qui fait tous ses projets en financement participatif et avec soit des titres indés plutôt modernes, parfois des titres confidentiels, on va dire, mais d'auteurs très connus comme Alan Moore, Jeff Lemire, Garth Ennis, ce genre de choses-là, et aussi donc des créations originales. Donc il y a par exemple Les Contes du Gif de Jocelyn Billard, le Foxboy de Laurent Lefebvre, il y a pas Paria ah zut, j'allais presque faire un sans faute de mémoire de Tony Emerio et Boris Beuzelin, et donc voilà, également le Setsujoku de Vic et Black, donc un titre qui nous emmène dans un Japon féodal avec justement un ordre qui combat des démons tout simplement, les Oni, tout en noir et blanc et nuances de rouge, avec une patte graphique vraiment donc qui lorne plus effectivement du côté du manga et de l'animation, mais qui a un découpage aussi qui parlera forcément aux fans de comics. On avait interviewé l'équipe créative sur le premier tome. Vous pouvez toujours retrouver cette interview dans la liste de nos podcasts Super Friends si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cet album. Et donc la campagne est actuellement lancée sur Ulule. Vous pouvez donc aller soutenir la publication de ce 2e tome, et on vous rappelle qu'on vous met les liens des campagnes en question dans la description du podcast sur la news qui figure dans le programme. Autre petit rappel simplement que Colder de Paul Tobbins et Juan Ferreira est également toujours en financement. La campagne est d'ores et déjà réussie, mais il y a des paliers à atteindre, et notamment celui des 200%, pour lequel il y a une nouvelle supplémentaire. Enfin, il y a une nouvelle de Paul Tobbins qui se déroule donc dans cet univers très horrifique où on parle de folie et d'un monde en fait parallèle dans lequel en fait se retrouvent toutes les personnes atteintes de démence, avec notre héros Declan qui est capable d'absorber la folie des gens justement pour les guérir, et qui est poursuivi par une entité démoniaque qui vient de cet univers. Donc une nouvelle supplémentaire pour les 200% que j'aurai le plaisir de traduire. Enfin, d'ailleurs, sur laquelle je suis en cours de travail. Donc, en fait, je dis ça pour que vous allez soutenir le bouquin, pour que je ne la traduise pas pour rien, parce que si les 200 seront pas atteints, a priori, elle ne sera pas utilisée. Et oui, c'est comme ça. Bref, c'est donc aussi à découvrir. Voilà. Non, mais c'est pour le plaisir aussi. Et oui, peut-être que je vais bosser pour rien, Corentin. Mais donc voilà, je vous invite. En tout cas, c'est un titre d'horreur que j'aime beaucoup. Sinon, je me serais pas proposé de le traduire de toute façon, notamment pour la patte graphique de Juan Ferreira. C'est déconseillé aux âmes sensibles, parce qu'il y a quand même des passages d'horreur vraiment ultra graphiques, mais justement il y a plein d'imagination, il y a plein de créatures, de monstres affreux. C'est absolument génial de ce côté-là. Donc si ça vous intéresse un petit peu, si vous kiffez l'horreur inventive, je vous recommande d'aller faire un tour sur leur campagne. Vous verrez les visuels, ça pourrait vous plaire. Du côté de Bliss Édition, on a également d'autres campagnes qui sont à financer. Alors la première, c'est un titre que je vous avoue que je ne connais très peu, parce que ça fait partie
de la ligne en fait un peu jeunesse de Bliss, donc pas forcément ce qui intéresse le plus celles et ceux qui nous écoutent, mais ça a l'air vraiment super sympa. C'est un titre qui s'appelle Cosmo Nights, qui en fait dont on avait déjà un petit peu parlé quand Bliss avait fait l'annonce de son programme pour le début d'année, donc qui nous vient de Hannah Temper et en grosso modo qui nous parle en fait d'un monde néo-médiéval, mais un petit peu aussi dans l'espace, dans lequel en fait justement en fait il y avait quelqu'un qui avait rencontré une fille qui était la princesse d'un royaume, qu'il avait perdu de vue, et puis en fait qui va pouvoir partir dans une quête pour l'aider bien des années plus tard, avec un titre qui, comme souvent dans les publications jeunesse de Bliss, en fait sont assez engagés sur des valeurs, voilà, donc féministes, anti-patriarcales. Voilà, c'est toujours parce que c'est fait justement par une nouvelle génération d'autrices et d'auteurs qui mettent ce genre de thématiques en avant dans leurs histoires. Et bah pareil, d'un point de vue style graphique, je pense que si vous aimez un petit peu l'animation, il y a voilà quelque chose et que vous lisez par ailleurs les publications de Kinaï aussi par exemple, ou juste tous les autres titres Bliss jeunesse, notamment ceux de Kay O'Neill, ça devrait vous intéresser. Donc c'est un ouvrage de 216 pages qui est proposé pour 25 € sur Ulule en ce moment, et donc bah ça a l'air plutôt cool, et on espère pouvoir vous en redire du bien dans les prochains mois quand ça sortira, sachant qu'il y a aussi le Tide Song qui est sorti chez eux, que je vous recommande absolument, qui est absolument très 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 beau graphiquement. Et une autre campagne également que Bliss fait là, qui s'intéressera plus à ceux qui kiffent les titres Valiant, et qui est un énorme succès pour des bonnes raisons et mauvaises un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait il y a une quarantaine d'albums de Bliss, donc sous label Valiant, mais aussi quelques indés d'ailleurs, en fait, qui sont sortis depuis plus de 2 ans et qui passent en fait en arrêt de commercialisation parce que ça coûte trop cher en fait pour les éditeurs de garder des stocks pour des albums qui ne vivent plus trop en librairie, c'est-à-dire qu'il y a plus de réassort, les libraires ne les commandent plus, et donc c'est impossible de les avoir en rayon. Donc en fait l'éditeur a été face à 2 solutions, soit arrêter de les commercialiser, soit les envoyer au pilon. Le pilon, donc c'est de la destruction. C'est ce que font en fait généralement tous les éditeurs, parce qu'en fait ça coûte moins cher de pilonner les bouquins plutôt que de les stocker chez eux. Donc eux par contre ce qu'ils décident de faire, c'est que comme à partir de ces 2 ans la loi sur le prix unique du livre en France ne s'applique plus, ils peuvent se permettre de les brader en fait au prix qu'ils veulent, et donc ils font je sais pas du moins 60% en fait quasiment sur tous leurs titres. Ouais, c'est ça, du moins 60%. Et donc, bah, ça vous permet d'aller découvrir énormément de séries, dont le Ninjak de Matt Kindt, les Bloodshot Reborn et Bloodshot USA de Jeff Lemire, les premiers Quantum Woody de James Asmus et Tom Payer. Il y a aussi le Britannia de Peter Milligan. Il y a du Divinity, voilà, merci, de Matt Kindt, ou du Ivar Time Walker. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de très bons titres à découvrir, et même parmi les titres indés, il y a le By Night de John Allison, qui est le scénariste de Giant Days, et aussi l'excellent Urgence Niveau 3 de Joshua Dysart, Alberto Ponticelli et Pat Messioni, qu'on avait beaucoup couvert à sa sortie, et qui a vraiment... Océane a commandé d'ailleurs en profitant de l'Aristo. Eh ben voilà, bah c'est très bien. Bah c'est sûr qu'à ce prix-là, par contre, Urgence Niveau 3, c'est littéralement une énorme affaire. Donc voilà, je sais que la campagne a priori elle marche plutôt bien, parce qu'ils avaient une base de 100 préventes, et puis là ils en sont à 1945, ce qui veut dire que bon, ça nous rappelle aussi toujours un peu que oui, que le prix est effectivement un facteur aussi dans l'achat des comics, mais surtout qu'il y a quand même un intérêt pour cet univers, parce que des gens ont nous profité pour compléter leur collection, parce qu'il y avait des packs entières de séries aussi qui étaient présents. Donc il reste encore pas mal d'albums, je crois, qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas, puisque de toute façon, voilà, tous ces livres qui sont bradés, sinon finiront au pilon. Donc c'est la façon à la fois de découvrir des titres, et puis de soutenir un éditeur en évitant à des bouquins d'être détruits. Ça, c'est pour le point des campagnes en ce moment. Tu veux que je rajoute une couche Tu veux une couche? Je veux bien une couche. Tu veux rajouter une couche? Ben, rajoute. Parce qu'on parle souvent de Valiant, et même moi le premier d'ailleurs, je vous avais dû comprendre que je m'y mets petit à petit, mais d'ailleurs pas que de Valiant, il n'y a pas que du Valiant chez Bliss Edition. Il y a toujours un facteur prix déjà évidemment, et un facteur curiosité à passer. Là, c'est précisément le moment justement où vous pouvez y aller en prenant très peu de risques. Quand on vous parle de Ristourne, c'est vraiment des albums qui coûtent le prix d'un manga à 6, 7 €, parfois à 10 €, 11 € pour des très bons projets souvent. Vous avez eu la liste, voilà, il y a du Dysart, il y a du Lemire effectivement. Moi je dis franchement, si vous voulez y aller maintenant, c'est l'excellente porte d'entrée pour pouvoir être curieux, pouvoir être généreux aussi, et acheter massivement.
Et aussi parce que vu que les fêtes arrivent et qu'en fait ce sera pas écrit sur l'étiquette qui était le vrai prix au départ, vous pouvez en acheter plein et en offrir à vos potes en disant t'as vu comment je suis généreux, je te fais un album à 30 balles et tout, super sympa. Donc je vous conseille de faire ça si vous êtes comme moi un crevard. Et retrouvez-nous donc tout bientôt pour notre nouvelle émission sur YouTube, hashtag les astuces de Coco, pour voilà faire plein d'économies sur vos cadeaux Coco. Pas mal. Hein. Bah oui, t'as vu ça, je suis vraiment un scénariste qui se cherche encore, peut-être. Allez, Corentin. Un affreux constat en cours de phrase. Ouais, c'est ça. Non, mais je me rappelle de tous mes échecs artistiques jusqu'à présent. Et ouais, c'est pas, le bilan n'est pas le mouton, là. Glorieux. Oui, oui, justement. On en a beaucoup trop parlé, quand j'étais à l'exposition, au vernissage. Il y a un auditeur qui m'a fait, ouais, Léo le Monto, je veux voir ça. Je fais, arrête, c'est bon. C'était une anecdote d'un podcast. Il n'y a pas besoin de rechercher à en voir plus. Ça reste un souvenir de jeunesse. On va passer, enfin, on continue du côté des annonces en VF avec 404 Comics. On vous en avait un petit peu teasé la dernière fois dans le dernier front page, qui ramène, voilà, qui fait sa première participation au FIBD en 2023, donc il se tiendra fin janvier dans la célèbre ville d'Angoulême, la ville qu'on aime bien y aller, sauf que après on se rappelle qu'il fait toujours froid et moche fin janvier et qu'en plus il y a des pentes partout et que c'est insupportable à grimper avec ses affaires et 30 kilos de BD dans son sac. Mais sinon, ce n'est pas grave, c'est quand même un très bon. Franchement, cette année, du coup, comme c'était décalé, qu'il faisait beau, tu découvres la ville sous un autre angle quand même, hein. Ouais. Quand c'est ensoleillé, etc., tu dis mais en fait c'est pas si mal et tout. Et après tu te rappelles que ça va revenir en plein hiver et que t'as plus envie du coup. Ouais, mais du coup tu transpires toujours autant parce que tu dois monter des pentes de merde et faire 3 km pour aller d'une bulle à une autre alors que t'as des rendez-vous un peu pressés. C'est pour le cardio ça. Ouais, super. Si je veux faire du sport, je vais dans une salle, j'ai pas besoin d'aller au FIBD. Putain, wow, le bourgeois quoi. Et Dieu sait que je vais dans une salle, hein. Oui, en plus. Bien entendu. Allez, Corentin, donc 404 Comics qui a ses invités, c'est de la balle, tout simplement, puisque en fait il ramène tout une tripotée d'auteurs et de vraiment non pas tout le monde non plus pas tout le monde non plus mais presque, hein, puisque effectivement déjà il y a les équipes créatives de ces deux créations originales, donc Mundus, c'est Laurent Kessy et Oriol Roy qu'on a déjà reçus en Super Friends, donc voilà, qui seront de nouveau présents pour soutenir cette première création originale qui a été créée. Mais il y a leur deuxième, justement Big Under, qui va arriver avec un tout petit peu de retard par rapport à ce qui avait été, parce que je crois que ça devait arriver cet automne, mais donc ça, vous savez ce que c'est la création originale, ça peut prendre un peu de retard. Donc Virgil Iscan et Alex Nieto qui seront également là présents pour défendre cette seconde création originale chez 404 Comics. Et du côté des titres qui ont été importé en France, on aura Jen Castaive qui est le cartooniste norvégien à qui l'on doit Dunce, donc qui faisait partie des deux premiers titres de lancement de 404 Comics, et qui l'avait ramené à Quai des Bulles aussi. Exactement. Avec Oriol Rogue aussi et Laurent Kessy. Ouais. Et qui justement qui pourra soutenir en fait le second tome de cette bande dessinée qui sera donc présente pour le FIBD. Il y aura aussi l'équipe créative de We Live, Inaki et Roy Miranda, qui viendra soutenir donc We Live, l'ère des Palladions, qui est le deuxième tome de cette série qui vient de sortir en France et qu'on avait également reçu en podcast. Vous pouvez toujours le retrouver dans notre liste Super Friends. Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu en podcast? Eh bien justement, on n'a pas encore reçu Ian Culbard, qui est le dessinateur de l'excellent Everything, qui sera donc présent sur place, qui va nous permettre d'aller sur la news juste d'après, puisque Culbard est également auteur et scénariste de Salamandre, qui sera donc l'une des nouveautés du programme 2023 de 404 Comics. Donc l'album doit sortir en février, mais sera normalement disponible en avant-première pour le FIBD. Et ma foi, j'espère que effectivement d'ici quelques mois on pourra dire Ian J. Culbard que l'on a reçu en Super Friends dans First Print. Ouais, et on va pouvoir se faire signer plein de bouquins en plus. C'est une super nouvelle en vrai. On voit 404 effectivement qui est très généreux sur ses panels, on va dire sur ses stands, avec beaucoup de noms, un peu comme quand Comics Initiative se déplace et ramène tout le petit la petite famille. Ouais. Là effectivement c'est super cool parce que moi je suis déjà un grand fan de Ian Culbard. Pour placer un mot sur Salamandre, on en avait déjà parlé, c'est encore une collaboration entre Culbard et Berger Books aux États-Unis. Donc comme Everything, sauf que là il écrit aussi le scénario qui a priori en fait va un peu romancer ou mettre du fantastique et du conte de fées dans son enfance à lui-même, puisque Culbard est d'origine alors aide-moi, polonaise. Non, je ne sais plus. Je vais vérifier pendant que je vous parle. Mais effectivement, donc quand il était petit, mixé entre guillemets entre son enfance en Angleterre et d'aller retrouver son grand-père qui vivait justement du côté du rideau de fer, de l'autre côté du rideau de fer. On peut, oui, ça c'est polonais. On peut du coup voir une sorte de référence que le héros Caspar Salamander va pareil traverser le voile de fer pour aller dans un royaume où en fait les artistes
mais ce qui lui parle à lui, j'imagine, sont considérés comme des êtres dangereux parce qu'ils peuvent inciter à la révolte et tout, où il y a un roi méchant qui a priori serait Jaruzelski, et où il y a une police politique qui contrôle un petit peu les agissements des gens, etc. Berger avait comparé ça à Tintin, parce que déjà, il y a le trait franco-belge de Culbard, et parce que aussi ce côté faire un récit pour enfants avec des thèmes politiques, effectivement, on peut penser à Tintin et le Lotus Bleu, ou à Tintin, d'autres Tintins, avec de la politique dedans, on va dire, voilà, les Picaros. Voilà, je pense exactement aux Picaros, pas un autre Tintin qui aurait pu être politique. Mais donc ça peut, ou les soviets, remarque, finalement, parce que c'est la guerre froide encore. Donc c'est chouette parce que c'est, je crois, l'une des rares forays de Culbard à l'écriture. En général, il était plus connu en scénariste pour adapter les écrits de Howard Phillips Lovecraft, et souvent pour collaborer avec d'autres scénaristes comme Dan Abnett sur Wild Zen, par exemple, ou Christopher Cantwell sur Everything. On sait que Nicolas Beaujoin, qui gère le catalogue 404, est un grand fan de Culbard, et il a bien raison. Donc ça fait 2 projets à lui qui seront importés en France, et très rapidement, puisque Salamandre vient juste de sortir aux États-Unis le 5 novembre, souviens-toi. Donc c'est super cool, effectivement, une belle affiche. On ira voir tous ces gens et se faire signer plein de BD et se casser le dos en montant les marches et les escaliers très longs de Angoulême. Très bien, ouais. Donc une collaboration avec Berger Books, qui est donc le label chez Dark Horse de Karen Berger que l'on a reçu, Super Friends sur First Print, et voilà, ça permet toujours de quand même aussi de reçu Nicolas Beaujoin d'ailleurs. Tout à fait, plusieurs fois, et on devrait le recevoir d'ailleurs très bientôt, justement pour pouvoir parler ensemble du programme 2023 qu'on vous détaillera dans le prochain front page aussi. Ensuite, pour juste une petite brève également, juste pour faire un big up au label 619 qui profite de cette année de maintenant d'être chez Rue de Sèvres, pour bénéficier, j'ai l'impression, d'une meilleure exposition médiatique. En tout cas, ça fait des années qu'ils nous balancent des putains de bonnes BD chaque année, mais là on a 2 albums qui ont été sélectionnés pour le prix Landerneau 2022. Donc c'est un prix qui a été mené à l'initiative en fait du patron des espaces culturels Leclerc, et qui a gagné une certaine renommée depuis, d'autant plus que la présidente du jury, qui est composée de libraires justement de ces enseignes, la présidente cette année, ce n'est nul autre que Pénélope Bagieux. Voilà, donc ça flex pas mal aussi du côté Landerneau, et donc les 2 albums qui ont été nommés pour le prix, c'est Okahei et A Short Story. Donc Okahei, le western fabuleux de Nayef que l'on a reçu dans le podcast sur First Print, à l'heure où on met ce podcast front page, le Super Friends avec Nayef vient juste d'être mis en ligne il y a moins de 24 heures. En fait, à force, il faudrait que t'arrêtes de le préciser, parce que les gens en fait sauront que c'est implicitement, dès que tu dis un nom, on l'a déjà reçu en fait. Non, justement, ça veut dire que quand les gens ne le savent pas, enfin quand je le dis pas, ça veut dire qu'ils ne le sont pas, qu'ils prennent le chemin, qu'ils ne sont pas encore. Mais écoute, laisse-moi, ça me fait plaisir quand même de le rappeler. Vas-y, flex. Et puis il faut dire qu'ils sont là aussi, il faut le dire, que ces artistes fabuleux sont là pour présenter leur travail. Et donc le 2e album nommé, c'est A Short Story de Ron et Florent Maudou. Là aussi, une émission spéciale qui est écoutable en ligne avec des petits inserts musicaux et narratifs pour vous faire une interview immersive, voilà, dont je suis très 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 fier. Et simplement le gagnant sera annoncé le 29 novembre prochain, donc à la fin du mois de novembre. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler lors d'un prochain front page, même si c'est vrai que voilà, la compétition est rude, mais en tout cas c'est super chouette en termes d'exposition de voir ces 2 albums effectivement de très très bonne qualité être nommés, sachant que il a aussi été nommé, alors il n'est pas resté hélas dans la sélection des finalistes, mais il était nommé pour le Grand Prix critique de la CBD, et Métavic, à mon avis, lors du prochain podcast front page, on va aussi parler des sélections du FIBD. À mon avis, on aura quelque chose à dire là-dessus. J'en mets mon petit doigt à couper, si cette expression existe. Entier, du coup. Entier, ouais. Jusqu'à la truc. Jusqu'à la 3e phalange, ouais. Je prends ce pari. Très bien, merci. Parce que moi, je parierai en échange, par contre. Pas du tout. C'est un peu plus dangereux que les paris kebab habituels. Autrement, il y a du Métal Hurlant qui est également de retour en ce mois de novembre. Vous le savez, la revue des humanoïdes associés alterne entre des numéros vintage et des numéros de création originale. C'est justement l'occasion pour nous de parler un petit peu du Métal Hurlant 5, qui va parler du métavers, voilà. Oui. Après s'être intéressé au futur de façon générale et au voyage sur Mars, c'est un concept en train déjà de mourir que le Métal Hurlant, auquel Métal Hurlant s'intéresse. Ils auraient dû le faire au premier numéro en fait. Non, justement, je pense que le timing est parfait, parce que d'ici un an, ça aura sûrement disparu complètement, et donc là, c'est parfait de s'y intéresser et de voir en fait sûrement que en bande dessinée et en nouvelle, il y a certainement, ou en texte, il y a certainement des choses vachement plus intéressantes et plus joyeuses à raconter que ce que la réalité nous propose réellement, puisque dans les faits,
métavers ou méta et tout ça, qu'est-ce que c'est juste les Sims en moins beau et en moins fun, tout simplement. Et en plus capitaliste. Oui, en plus capitaliste. Parce que l'idée, c'est de recréer un monde virtuel dans lequel on pourrait acheter des objets virtuels avec des crypto-monnaies et des œuvres d'art qui seraient des NFT. Voilà. C'est trop nul. C'est quand même c'est littéralement le principe de Bolshoi Arena, mais sans le côté jeu vidéo sympa où tu pilotes des vaisseaux et où tu fais du farming. Ouais, mais pareil, là aussi, si je veux jouer à No Man's Sky, je joue à No Man's Sky. J'ai pas joué Est-ce que tu peux y jouer en VR? Je m'en bats les couilles. Est-ce que tu peux acheter des cryptos et les dépenser dans Tu t'es déjà vu jouer à de la VR? Tu sais qu'il faut un grand salon pour faire de la VR. Non, j'ai pas envie de jouer de la VR. Moi, je m'intéresse pas du tout. C'est relou. Et en plus, il y avait un article qui était paru aussi que, en fait, ils avaient des problèmes avec ces caisses de VR parce qu'en fait, il y avait plein de gens qui, en fait, avaient envie de gerber. Parce qu'ils arrivent pas forcément à supporter en fait les sensations que ça donne. Le problème de rémanence par rapport aux yeux et aussi le fameux critère épileptique qui sont dit pour la VR est très compliqué à gérer. Mais moi j'ai jamais cru à la VR en général et le métavers encore moins. Après la VR c'est sympa tu vois pour faire du Resident Evil 7 ou 8 c'est vraiment plutôt cool, ça fait vraiment flipper mais ça s'arrête là. Mais moi tu vois j'aime bien avoir l'écran de télé, savoir que s'il y a un incendie dans mon appartement, tu vois, j'ai pas besoin de sentir la chaleur pour Oui, a priori tu le sens. Bah oui, voilà, mais tu vois ma copine à côté qui lit un bouquin, tu vois, enfin en plus je joue plus vraiment aux jeux vidéo donc voilà, mais tu vois j'aime pas moi l'idée du casque. Ça me terrifie parce que j'ai été élevé par des œuvres de fiction qui t'expliquaient que c'était un danger potentiel et le métavers effectivement se casse la gueule. Comme on l'avait dit au dernier podcast, le principal investisseur dans cette technologie, on va dire au niveau média qui était Facebook, Meta, s'est cassé la gueule là-dedans, a lâché des milliards qui ont été foutus au feu et sabré 11 000 employés. Voilà, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres. D'ailleurs en ce moment la tech, je pense que la Silicon Valley ça va se dépeupler en 3 semaines entre Twitter et Facebook qui ont viré des tonnes de gens. Mais donc effectivement un sujet qui quelque part paraît déjà un peu ringard, qui a soulevé un peu des comment dirais-je des rapasseries, beaucoup de gens qui se sont dit c'est ça la nouvelle technologie, c'est là qu'il faut investir, et les cryptos bien aidés par l'argument du métavers ont flambé pendant quelques années. Là on voit qu'il y a un petit recul, c'est l'une des bonnes nouvelles de 2022 je trouve, et donc un sujet qui forcément fascine les auteurs de fiction depuis toujours. Il y a pas que Matrix, je veux dire même des trucs comme Total Recall pourraient être assimilés à de la VR ou à l'expérience d'un monde virtuel. À la fois la nouvelle de Kadik et le film de Verhoeven. Donc oui, c'est plutôt chouette. Là, on voit donc qu'il y a Mark Waid qui va venir faire un petit passage parce qu'il y a toujours une sorte de dialogue. Vu que Metal Hurlant existait aux États-Unis sous le nom de Heavy Metal et a permis au public américain de découvrir Druid, découvrir Moebius, de découvrir Bilal aussi. Tous ces grands artistes franco-belges qui ont influencé aussi l'imaginaire américain. On sait que Ronin, par exemple, de Frank Miller, c'est une initiative qui a été créée par Jeanette Kahn parce que justement elle voyait la qualité et d'impression et de graphique aussi des bandes dessinées françaises et elle s'est dit c'est ça qu'il faut faire. Pareil, Too Fast Lady aurait eu a priori une légère influence métal hurlantienne à long terme et à court terme. Donc là voilà, les ricains sont toujours aussi intéressés. On avait vu sur le premier numéro, on avait eu du Bendis. Là on a du Wade, on a une cover d'ailleurs de Bilal. Je sais que aujourd'hui Yankee Bilal fait débat, on va dire d'ailleurs lui-même est un peu en train de se ringardiser par rapport à la technologie. Si vous avez lu Bug, vous verrez que c'est déjà très anachronique dans ce que ça essaye de faire en tant qu'œuvre de cyberpunk. Mais c'est toujours une belle affiche. Je trouve ça un peu cher, moi, le magazine, pour ce que c'est. Mais le numéro martien était vraiment... balles, ça va. Ça reste 20 balles, tu vois. Bref. Le contenu, je suis désolé. Ouais, mais la qualité je te rappelle qu'il y a d'autres éditeurs qui, pour le même prix, te proposent beaucoup moins en termes de contenu. Nivellement par le bas. Tu recommences, Arnaud. Non, voilà. C'est pas du nivellement par le bas, c'est réalité, comparaison. Alors, comparaison n'est pas raison, bien entendu, comme le disait le célèbre philosophe Aristote. Mais ce que je veux dire par là, c'est Aristote qui dit ça. Non, mais c'est dans les émissions des inconnus, tu sais, quand c'était bien. Ah oui. C'est tous inconnus, Arnaud. C'est sur l'humour. Oui, comme le disait l'humour. Mais attends, je fais juste une parenthèse. Tu l'as regardé, Tous inconnus? Bien sûr que je l'ai regardé. J'ai arrêté au bout d'une heure parce que j'en pouvais plus. C'était infernal. Quand j'ai vu le massacre de Magouille. Ouais, celui-là, il a fait gueuler sur Internet. Il est violent. Et vraiment, et pourtant, j'adore les films d'horreur, tu vois. Mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi violent, en fait, de ma vie. Franchement, c'était trop gênant. Ok. Bon, donc, du coup, le papier, il a le prix qu'il a et, voilà, moi après je les achète tous, les Metal Hurlant en plus, même les numéros vintage. Vintage sont vachement chouettes parce que ça permet de redécouvrir justement pour les gens qui, comme moi, en fait, n'ont pas eu la chance d'avoir un daron qui lui laissait lire les bandes dessinées de science-fiction quand il était plus petit. Ça permet de rattraper en fait pas mal de retard, quoi. Ouais, après, ce qui m'aide, c'est vraiment les très évidents. On n'a pas encore été chercher les plus
les plus arbies, on va dire. Est-ce que je ferais pas un big up à mon daron qui m'a légué du coup ces vues de Druyet et même du Little Nemo de Mackay dans une toute vieille édition que je savais même pas qu'on avait ça à la maison. On a du très beau Druyet en souple maintenant et d'époque en plus, premières éditions et tout. D'ailleurs là, quand on voit un peu le programme, on voit il y a aussi un segment de Jenny Frison sur pas du tout, un segment de Otto Maddox sur le Midjourney. Et je pense que ce sera un des numéros à venir, de toute façon, la création d'art par les intelligences IA, un autre sujet qui me fait très peur et que j'espère finira aussi par mourir peut-être. Parce que là, effectivement, avoir des artistes qui se posent ces questions-là, c'est important. Mais ce serait bien qu'on se les pose tous collectivement sur la valeur qu'on associe à l'art en général. Autre débat, tu me diras évidemment, mais donc voilà, toujours une belle affiche, toujours des bons artistes, parfois même des débutants. Donc voilà, il y a du Trondheim aussi qui vient faire une petite tape dans le dos. Donc non, c'est plutôt chouette. Moi, j'avoue, je suis assez content pour l'instant de la résurrection de Métal Hurlant. Et puis on vous rappelle aussi que une nouvelle fois, et ce sera un peu le running gag de ce podcast, de dire que Jerry Frison, le rédacteur en chef de Métal Hurlant, est passé en interview chez nous. C'est à retrouver dans notre playlist Super Friends. On n'a pas encore eu Bilal par contre. Non, effectivement. Je vais lui dire que c'est l'un des plus grands artistes français, etc. Tu veux qu'on ait Bilal? Non, plus maintenant. Okay. À une époque, oui, mais maintenant, il commence un peu à m'agacer. Sinon, je le ferai tout seul, quoi. Je suis un grand fan de Bilal, pour le coup, la trilogie Nicopole, c'est pas éternel. Ouais, c'était il y a 20 ans, quoi. Oh, plus que ça, maintenant. Plus même, ouais. C'est à 30 balais, plutôt, même. Ah ouais, déjà? Même 35 ans. Il est pas tout jeune, qui Bilal. Il est plus vieux que mon père. Très bien. Ce qui est un marqueur personnel. Ce qui est, ouais, j'allais dire, vu que tout le monde connaît l'âge de ton daron, Corentin, c'est effectivement, tout le monde se dit, ah ouais, putain, il est vachement bien, en fait. Donc ouais, c'est vrai que si vous tapez sur Wikipédia Daron Corentin, il y a une page dédiée où vous pouvez connaître son âge. Voilà. Et donc c'est vrai, j'ai créé cette page exprès. Tout ça. Mise à jour chaque année. Toujours est-il que maintenant on va pouvoir passer du côté de la VO, très cher Corentin, avec une première nouvelle, Scott Snyder, que nous n'avons pas reçu en podcast dans First Print pour l'instant. C'est dommage. Alors en tout cas je le recevrai tout seul, Clarence, que je laisserai jamais Corentin face à Scott Snyder. Je tiens à... Moi je les lis toutes ces BD indés. Oui, je sais, mais par rapport à ce que tu as à lui dire, je pense que ce ne serait pas une bonne idée. Mais attends, si on veut pas des interviews où on peut vraiment poser des questions... Non, mais c'est que toi, t'as pas de tact. Pourquoi êtes-vous nul? Tu n'as pas de tact, Corentin. C'est ça ton problème. Donc, Scott Snyder qui va initier son fils aîné à l'écriture de comics avec la série By a Thread qui arrive. Corentin. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'en pense rien. Jack Snyder, par un nom super original. Oui, bah après... voilà, c'est pas parce que monsieur s'appelle Olivier Corentin qu'il faut aller critiquer tous les gens qui n'auront pas un prénom composé comme le tien. Hein. Non, mais je veux dire, c'est qu'en fait, Snyder, il est tellement prévisible dans ses scénarios que même ses gamins, ils ont des prénoms, en fait, super convenus, tu vois. Non, regarde, les autres, ils s'appellent comment? Emmett et Queen. Attends, Emmett et Queen? Voilà, ça va. Ouais. Bah, ça participe, voilà, de ce grand... je n'ai pas dû d'en parler. Ça participe de ce grand effort que fait Scott Snyder vis-à-vis un peu déjà des séries d'horreur, on va dire. Et de petites proposées chez Comixology qui continuent de fleurir assez régulièrement. C'est pas le seul projet qu'il a. Voilà, il y avait aussi le truc avec Albuquerque, j'ai envie de dire, qui a été présenté en planche là il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est un effort assez soutenu. Moi, ça me fait penser un petit peu à ce que faisait J.J. Abrams avec son fils chez Marvel. Tout à fait. C'est pas la première fois en fait que des darons lèguent leur, enfin, bah oui, ont des fils qui Alan font. Moore avait les Amour justement, à qui il a formé à l'écriture et qui a fait Albion avec Gibbons d'ailleurs, je crois. Un certain John Romita qui a appris le dessin. Oui, voilà, oui. Les Kubert, il y a des vraies fratries. D'ailleurs, maintenant, on est à la troisième génération de Kubert avec Emma Kubert. Donc voilà, que te dire, l'histoire, voilà. Donc, je vais lire le synopsis de Arnaud. L'histoire doit suivre un groupe de gamins qui doit survivre à une drôle d'infection venue du sol qui tue tout ce qu'elle touche, comme le montre une des planches ci-dessous. Vous la voyez pas du coup là, mais il faut aller voir l'article. Une déclinaison de The Floor is Lava, qui est un jeu en fait. Bon, ça j'arrête de lire du coup. Un jeu en fait qui passionne les Anglo-Saxons, qui est en fait le chat perché, on va dire, où un mec qui dit The Floor is Lava, il faut vite monter sur un objet pour pas se faire brûler par la lave. Vous avez un très bon épisode de Community à ce sujet. Et que te dire, ils ont adapté ça aussi en jeu sur Netflix, en une forme de jeu télévisé où ils faisaient du côté du parcours d'obstacles. T'as raison, ouais. Avec de l'eau rouge et avec des bulles comme ça pour faire vraiment que c'était de la lave. Et c'était nul. Ouais. C'était trop nul. Ah oui, en même temps. Ça fait partie des trucs aussi qui avaient été repris. Tu sais, qu'il y avait un moment, il y a eu, je sais pas, ça a percé un peu sur le réseau. Il y avait pas mal de mèmes et tout ça. Ouais. Où ça t'est repris, genre. Un mec allait voir un gars au hasard dans la rue, The Floor is Lava, il fallait vite qu'il c'est ça. Un truc. Et puis après, ça a été repris à la télé et c'est devenu ringard en 2-2 comme tout ce qui passe à la télé après être arrivé sur Internet.
Ouais, donc là voilà, c'est Valeria Favoccia au dessin, ça fait vraiment série teen, on va dire, au niveau du trait, c'est peut-être l'effort de Scott Snyder de faire un peu plus de young adult, peut-être, je ne sais pas. Mais moi j'admets que, parce que justement je les lis toutes, il y en a des très bonnes, il y en a des moins bonnes, des moins inspirées. Le fait est que Snyder est aussi un prof de scénario, hein, donc c'est un prof d'écriture au départ, donc c'est pas du tout idiot d'imaginer que son fils qui a grandi en plus avec ses BD, en plus ça fait un bail qu'on le voit à son gamin, hein, dans les interviews il en parlait régulièrement. Après il en a 3, donc ça, je sais qu'il en parle d'un en particulier parce qu'il y en avait un qui avait des soucis de santé aussi, donc c'est ça. Et puis l'aîné aussi, tu sais, qu'il en parlait quand il disait justement que son gamin était super fier de lui quand il est devenu le scénariste de Batman et qu'il l'emmenait en convention et qu'il y avait un mec qui déguisé en Joker qui était venu le voir et qui l'a engueulé parce qu'il avait fait Death in the Family. Death of the Family, je sais plus. Bref. Death of the Family. Ouais. Et que du coup, en fait, un mec déguisé en Joker, il avait peur qu'il lui casse la gueule devant son fils, et il disait que c'était un peu traumatisant pour lui. Donc voilà, enfin, je te dis, c'est chouette pour lui. Enfin, tant mieux s'il peut faire croquer les gosses. Mais derrière, tu vois. C'est plutôt chouette pour quelqu'un qui a écrit la cour des hiboux. Ouais. Pas mal, t'as vu ça? Ouais, non, mais. Ouais, on est sur de la. Ah bah là, c'est très haut. Hein, les gens pour comprendre de plus en plus pourquoi ma carrière de scénariste ne s'est jamais. Je pense que c'est pas un doute. Personne. Il n'y avait pas une enquête. Ah merde, mais pourquoi il a jamais été auteur? C'est incroyable. Je vais mener l'enquête. Écoutez un podcast. Ah, j'ai compris. C'est bon. Mystère résolu. C'est ça. Et une enquête encore allez, pour Colombo. Allez, Corentin, c'est James Tynion IV aussi qui nous intéresse également, l'un des auteurs les plus prolifiques de l'indé, une véritable superstar aux États-Unis et qu'on aura, je l'espère, l'honneur d'accueillir dans un super prêt. Je pense qu'il n'y a pas un gros suspense là. Il y a pas, vu qu'il vient en France de toute façon, au plus tard pour le FIBD, j'ai envie de dire. Mais ce que je voulais te dire, c'est que justement, on avait vu cet auteur débarquer en fanfare avec trompette, saxophone, trombone, tout ce que vous voulez sur Substack, la plateforme de newsletter par abonnement pour développer pas mal de comic books, et sachant que certains de ces titres avaient déjà, notamment The Closet, un titre d'horreur en fait, avait été exporté pour sa version physique chez Image Comics, qui est l'un des éditeurs que les auteurs et artistes et autrices préfèrent pour aller mettre sous format papier leurs titres numériques. Sauf que cette fois-ci il va passer chez Dark Horse, c'est-à-dire que de la même façon que Scott Snyder signe en exclusivité avec Comixology Originals puis Dark Horse pour ses titres en papier, eh bien James Tynion IV a dû recevoir une proposition intéressante de l'éditeur, puisque en fait ces titres de SF, enfin c'est ce que lui appelle ces weird UFO comic books, donc ces titres d'ovnis bizarres, voilà, ce qui veut faire vraiment plusieurs registres, donc ces titres de SF seront publiés en floppy chez Dark Horse. Et donc notamment le Blue Book, qui était l'une de ses premières séries annoncées sur Substack, qui est illustré par le génial Michael Avon Humming et qui s'intéresse en fait au premier cas raconté de faits réels du couple qui a rapporté pour la première fois dans les médias cette fait enlevée par un couple d'extraterrestres dans les années 60. Et un autre titre aussi qui est annoncé pour cette version à papier qui s'appelle The Oddly Pedestrian Life of Christopher Chaos. Donc là pareil, un titre de SF mais avec un héros adolescent, et pas un héros adolescent, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'un héros? C'est quoi un héros? Je ne sais pas. C'est un philosophe romain. Non, c'est Néron. Je crois que ça se disait Néron. Je crois que les Anglais disent Nero, peut-être. Ah ouais? Ok, très bien. Mais vérifiez chez vous. C'est ça. Il y a sûrement un personnage de Square Enix qui s'appelle Nero en plus. Donc. Et puis après, vous pourrez faire des questionnaires de questions générales sur Internet. Et vraiment, on se rend pas à quel point en fait on peut être utile pour vous sur First Print. Et donc voilà, c'est pas les deux seuls titres qui seront publiés, puisque à l'avenir, James Tynion IV veut continuer d'écrire d'autres titres de SF, et au cas par cas, il a dit que soit il les publierait d'abord sur Substack, soit directement chez Dark Horse, mais en tout cas il est chez Boom, il est chez Image, il est aussi chez DC quelque part, toujours encore chez DC, donc il est un peu partout. Bah oui. Il est juste pas ici dans notre salon. C'est le seul endroit qu'il a pas encore. Je soulève la couverture et là. Oh, James Tynion IV. Il est fort. T'étais caché. Oui. Hey, salut les gars, ça va? Je suis James Tynion IV. Je suis vraiment content d'être avec vous today. Putain, mais tu sonnes vachement comme Kevin Feige. C'est puisqu'on est very cousin. C'est marrant qu'ils parlent tous français, tous ces gens qui viennent nous voir à chaque fois. J'ai beaucoup appris le français because I'm going to the FIBD in January. FIBD. Yes. Et Angoulême. C'est cool parce que c'est cool. Alors moi j'avoue Blue Book je ne l'ai pas encore lu parce que je ne suis abonné à aucune plateforme à aucun comics sur Substack parce que t'es pauvre.
Parce que je suis pauvre, parce que je suis contre en fait cette curiosité de lire des comics sous format de newsletter en fait, et que je sais que les éditions print vont arriver, la preuve, et que donc j'attendrai l'album pour l'acheter. Le principe est assez vu et revu, en l'occurrence le côté enlèvement, années 60, Amérique, le mythe des hommes verts, Roswell, les ovnis et tout. Bon, on a déjà vu des tonnes d'œuvres de fiction qui parlent de ça. D'ailleurs, si je peux vous recommander la deuxième partie de American Horror Story saison 10, qui avait deux parties narratives vraiment très distinctes. En fait, les épisodes 7 à 10, c'est vraiment aussi des histoires comme ça, d'enlèvement d'extraterrestres, de complots, de conspirations qui repartent des années 60 jusqu'à nos jours, et c'est trop bien. Voilà, pardon. Tout à fait. Moi, si je peux vous conseiller Barrière de Brian Kevogan et Marcos Martin, qui parle aussi un peu de ça, mais pas dans les années 60. Mais plus en tout cas la Babel avec un jeu sur le langage, et c'est extraordinaire. Je crois que Babel, c'est aussi un excellent film de Inarritu, et voilà. Bah oui, c'est à ça que je faisais référence. Ah, ok, pardon. Quand je dis à la Babel, Ah oui, pardon. Oui. Le langage, tu vois, c'est le propos du film. Oui. Tout le nom de Babel par rapport à la tour de Babel. Et Babel aussi, qui est une cité qui a été détruite par arrogance par Dieu. C'est exactement ce que je viens l'Ancien de dire. Testament. Je viens de te le dire ça. Je viens de dire par rapport à la tour de Babel et Dieu qui descend. Tout à fait. L'Ancien Testament, qui est un écrit religieux sur lequel se base la religion chrétienne. C'est exactement ce que je viens de dire. Je viens de dire Dieu. Donc, je suis fort, je t'ai vu. Donc voilà, c'est bien pour James Tynion IV, et c'est des gens qui préfèrent lire les comics en physique. À voir donc si James, je sais pas s'il a des enfants ou pas, ce que j'allais dire, est-ce que James Tynion 5 du coup plus tard fera aussi. J'espère qu'il va briser la malédiction quand même. Parce qu'il faut quand même s'imaginer que James Tynion IV, on dit fort parce que c'est le 4e du nom, donc c'est James Junior, par rapport au premier James qui était son arrière-grand-père du coup. Déjà moi j'ai jamais compris cette logique américaine de mettre des juniors, voilà. Mais en plus au bout du 4e quand même, tu vois, c'est à la limite J.H. Williams de Third, tu vois, tu dis James Williams, bon c'est pas mal, tu vois, c'est James, tu peux garder. Mais James Tynion IV, enfin franchement au bout d'un moment, c'est vrai, tu vois. Ouais, mais pourtant, Corentin. T'imagines Olivier Corentin, le 5e, tu vois, c'est. Bah non, mais on sait très bien que si t'as un enfant Star Trek, avec Océane, il s'appellera Arnaud Junior en hommage à ton meilleur pote. Donc, c'est pas voilà. Junior, c'était ton fils que ce serait Junior. Non, mais tu l'appelleras. Dans ce cas-là, tu serais mort depuis longtemps. Non, tu l'appelleras Arnaud Junior, c'est tout, c'est décidé. D'accord. Voilà. C'est acté, c'est dit dans First Print, donc ça n'aurait pas d'enfant. Merci de m'avoir aidé à me décider. C'est pour ça. Allez. Autre nouvelle aussi de ce côté un petit peu des plateformes d'abonnement qui passent ensuite au physique, mais un titre que sûrement vous n'avez même pas entendu parler parce qu'on en avait parlé. Mais c'est une plateforme qui a un petit peu plus de mal à exister que Substack. Ça s'appelle Zestworld, un zeste du monde, je sais pas, dans lequel en fait, voilà, ça s'est présenté au départ comme un concurrent direct de Substack. Et mine de rien, il y a pas mal de choses qui sont publiées dessus, sauf que a priori le zeste n'a pas pris, puisque on a vu notamment que c'était Amanda Conner et Jimmy Palmiotti qui avaient annoncé pas mal de titres dessus, mais il y en a certains en fait, ils ont publié juste un numéro de 10 planches depuis avril, et c'est un petit peu du mal à fonctionner. Enfin moi du coup je suis quand même content parce que le titre en question ça s'appelle Blood Tree et c'est écrit par Peter J. Tomasi, et c'est vrai que lui a tenu ses promesses, il a été publié sur Zestworld de façon régulière. Mais voilà, pour celles et ceux qui s'intéressent aux comics seulement en physique, ça arrivera chez Image Comics à partir de l'année prochaine, et je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui nous demandait sur les réseaux sociaux mais puisque ça a déjà été publié en intégralité au format numérique, pourquoi ne pas faire directement un TPB plutôt que des single issues? C'est une très bonne question, et la réponse est l'argent. Le modèle économique fait qu'aux États-Unis, le single issue, ça reste toujours un format de lecture qui est plébiscité, et surtout que quand on sort les titres en single issues, on soutient direct market et les comic shops, parce que les ventes de TPB se font maintenant de plus en plus en dehors des comic shops, des boutiques spécialisées, et beaucoup sur les Barnes & Nobles, les Amazon, les librairies généralistes. Donc c'est aussi un choix qui permet de soutenir le marché direct, et même par rapport à je vais mettre des couvertures variantes. Ouais, enfin les couvertures variantes sur Blood Tree, je pense que ça va, il y en aura 2, ça va pas faire. Ça va, c'est bon. Mais non, mais quand t'as Marvel, quand Marvel en sort minimum 14 pour la moindre mini-série sur merde. Sur quoi la chanteuse, la Dazzler, je sais pas, n'importe quel personnage mineur, ils en font quand même 14 couvertures variantes, tu vois ce que je veux dire, donc ouais. Voilà. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Ça, franchement, non, mais quelqu'un disait aussi à James Tynion IV, pourquoi inonder le marché avec des single issues, machin truc. Je fais, mais mec, on parle d'un titre de SF avec Michael Evan Humming chez Dark Horse. Tu crois vraiment que c'est ça qui va empêcher les autres titres indés d'exister? Non, t'inquiète pas, ils seront juste tous sur leur petit étal comics indés. En train de faire, on existe comme ça. Et puis à côté, t'auras Spider-Punk numéro 3 qui fera, je vous emmerde, on est 14 ici. Allez, Corentin, on continue du côté de la VO avec un roman graphique qui s'appelle
s'appelle Dégâts, qui est écrit et dessiné par Dan Michael, qui se trouve une édition chez Oni Press, Oni Lionforge, après avoir été auto-publié. Donc une bonne nouvelle pour beaucoup de monde qui n'a pas pu le lire lors de sa précédente auto-édition, puisque ça permettra de s'exporter un peu plus facilement, sachant que ici on sait justement, on en parlait avant, mais Nicolas Beaujean, qui est directeur de 404 Comics, en fait lui là, et il nous en a dit que du bien en commentant cette actualité. Et moi je t'avoue que je trouve un petit peu de Daniel Warren Johnson dans le trait. C'est ce que j'allais te suggérer. Et c'est pour ça que je t'avoue que moi l'usage des couleurs aussi d'ailleurs. Je connais pas, alors les couleurs c'est Mike Spicer, mais je connais pas du tout Dan McDade, et donc je suis assez curieux de voir ce bouquin. Non. Je peux pas tout connaître. Je connais pas Dan McDade, je peux pas tout connaître. Bravo. Bravo. Est-ce que tu connais Roger Scambion? Bien sûr. Ouais, c'est ça. Roger. Voilà, tu vois. Coco. J'ai bu un café avec lui ce matin. Non, Dan McDade, c'est simplement un dessinateur vedette. D'ailleurs, tu as lu un de ses travaux sans le savoir, Arnaud, puisque tu as lu le truc de Dr. Fang, là, de Tsetchen, chez TKO. Ah oui, c'est lui qui a reçu, d'ailleurs, je crois, mon bon ami. Tu avais reçu cet album de la part de Tsetchen lui-même, qui voulait faire de la pub pour son catalogue, non? Tout à fait. Voilà. Donc c'est, comment ça s'appelle déjà? The Fearsome Dr. Fang, effectivement. Sinon, collaborateur régulier de Joe Casey sur Captain Victory et les Galactic Rangers, sur Catalyst Comics aussi. C'était pas Artyom machin qui faisait Artyom Trakhanov? Non, ça c'était les Seven Seven Deadly Sins, un truc comme ça, celui avec les westerns, c'est ça, tu penses? C'est pour ça, ouais. Trakhanov, pareil, très bon artiste d'ailleurs, allez le suivre sur Twitter, il est génial, il poste régulièrement des illustrations originales, mais c'est pas de ça dont on parle. Donc Dan McDade, effectivement, un artiste qui est pour moi un très très bon artiste, mais qui est encore assez peu connu, qui a fait beaucoup de Judge Dredd, effectivement, quelques comics à licence, et qui s'était lancé dans l'auto-édition de Dégâts il y a quelques années maintenant, c'est en 2018 je crois. Ah ouais, quand même déjà. Ouais, qu'il avait publié sur un site. Et enfin là en l'occurrence une version complétée, étendue et beaucoup plus longue, parce que c'est un vrai roman graphique long format. Ça arrive effectivement chez Lionforge, avec des pages bonus. Tu peux arrêter de te racler la gorge dans le micro. Désolé, pardon, c'est début de journée. En début d'année, effectivement, vous pouvez aller voir les planches que j'avais réussi à retrouver justement de la version auto-éditée. Donc il est pas dit que ce soit les mêmes planches, qu'il les retravaille pas, ni rien. Mais c'est très très beau, l'histoire d'une astronaute qui, perdue aux confins de l'espace, seule, sur une planète, elle cherche à extraire un peu l'énergie de cette planète pour pouvoir se barrer. Et elle n'y arrive pas. Donc c'est un récit isolationniste qui, pareil, pourrait faire penser un petit peu au début de Shangri-La, par exemple, ou à ce côté, récit à la The Martian, parce que c'est un référent grand public pour parler de ça. Récit, de une astronaute désespérée dans un monde qui est très beau, très coloré, et qui nous rappelle qu'on n'a rien à foutre dans l'espace. Donc ça a l'air cool. Moi, je suis assez content, en tout cas, de faire la news. J'ai vu tomber le truc, j'étais en mode genre, Dan McDade, ça fait longtemps que j'ai pas vu et tout. Et là, en plus, il écrit, ce qui est très très rare. Donc, allez voir ça et dites-nous ce que vous en pensez. Et ensuite, après, il faudra voir si ça arrive en France. Et voilà. Et puis, j'ai envie de dire, est-ce que 404 pourrait pas en profiter? Moi, j'ai envie de poser la question. Je dis ça comme ça, Nicolas, si tu nous écoutes, voilà. on le veut là, on le veut là. Alors, Lovecraft, alors, ouais. Non, c'est bien joli. Et l'espace, alors. L'espace et la science-fiction. Ouais, c'est ça. Voilà, C'est bien beau, Yann Kulbar. Les mecs qui ont plus de limites. Au secours. Allez, Corentin, on passe du côté des Big Two, parce qu'il y a aussi des choses à dire de ce côté-là, notamment la formidable inventivité de Marvel, qui profite de la sortie prochaine de Spider-Man Across the Spider-Verse pour mettre une nouvelle mini-série sur Spider-Gwen en avant. Et en plus, ils font un truc que personne n'a jamais fait, jamais avec des personnages de l'univers Spider-Man. Voilà, c'est complètement incroyable puisque Spider-Gwen va avoir droit à des clones. Mais attention, ce sont des clones qui vont aussi être différents des clones habituels, puisque là, ce sera des clones de mash-up avec des super-villains Spider-Man. C'est-à-dire qu'on va avoir des Spider-Gwen Vulture, des Spider-Gwen Octopus et des Spider-Gwen... Non mais franchement, Ça s'appelle Spider-Gwen Shadow Clones et ça sort en février 2023, Corentin. Tu es super hypé. Tu vas quand même pas dire que c'est moi qui invente des défauts à Niclo, là, quand même. Enfin, il y a vraiment un problème sur la ligne Spider-Man. Là, ils ont déjà fait Gwenverse cette année, en face de Miles Morales, qui déjà lui-même avec des versions, mais c'était mais attends, c'était des versions super héroïques de Gwen. Il y avait Gwen Thor et tout ça. Mais voilà. Mais oui, mais là c'est là ils le font en mode vilain. Bah oui, mais ça a rien à voir du coup, c'est super original.
J'avoue. C'est ouf. Putain, je suis hypé. Mais ouais. Mais non, mais c'est un scandale, bordel, sans déconner. Franchement, c'est la pire idée. C'est l'idée la plus débile. Tu demandes à un gamin d'avoir une idée originale, il va te pondre ça. Là, on parle de mecs qui ont 50 balais, qui ont 20 ans de carrière. Oui, mais qui ont 5 grammes de coke dans les narines au petit déjeuner. Si vous passez à New York, essayez de trouver le dealer de CBC Bulski, enfin de Chester et de Nick surtout. Hein. Mais les deux, mais qui valide ça à ton avis? Nick, il arrive avec un carton de mauvaises idées. Oui, mais je te rappelle que CBC Bulski m'avait dit quand je l'avais rencontré cet été je sais qu'on fait de la merde. Non, il m'avait pas dit ça. Il a dit, voilà, il dit, je sais qu'il y a aussi des comics que je produis qui ne sont pas forcément pour moi, mais voilà, il en faut pour tout le monde. En plus, là, entre le coup du procès de Spider-Man par rapport à la mort de Gwen Stacy, à Gwenverse, au fait que, un Ghost Spider maintenant est dans la Terre principale, à Spider-Punk. D'ailleurs, ce qui est trop marrant, c'est que le titre s'appelle Spider-Gwen, mais que dans le résumé, il continue de l'appeler Ghost Spider, tellement il force sur ce pseudo. Non, mais ça, personne va jamais l'appeler Ghost Spider, hein. Personne veut l'appeler comme ça. Faut arrêter. En plus, dans le Spider-Verse, elle s'appelle Spider-Woman, parce qu'elle vient d'une réalité où il n'y a pas eu Spider-Man, donc il n'y a pas de raison qu'elle s'appelle Ghost Spider. Donc, voilà. Déjà, ça. Sauf qu'il y a des Spider-Woman dans la Terre 616, c'est pour ça qu'elle change de nom quand elle arrive sur la réalité 616. Sans déconner, je peux l'appeler Ghost Spider, Spider-Gwen. Oui, non, mais je suis d'accord, mais je veux dire, She-Hulk, c'est pas un nom très heureux, mais ils l'ont gardé, tu vois. Tu sais que Spider-Gwen, c'est juste parce que ça révèle son identité, c'est tout. Oui, mais on s'en fout. Mais pas intradigétiquement. Il pourrait l'appeler Spider White, j'en sais rien, ou Spider Hoodie, mais Ghost Spider. Pourquoi Ghost Spider? Parce qu'elle est toute de blanc vêtue. Ouais, c'est ça. Et parce que elle est dans une réalité où elle est morte déjà, tu vois. Enfin, c'est complètement con. C'est. Ah ouais. Okay. On va pas et puis épiloguer là-dessus. Il y a eu de très bonnes séries Spider-Gwen. C'est un très bon personnage. Il se trouve que par le truchement très étrange de la cocaïne, Niklo s'est dit que c'était le nouveau truc sur lequel capitaliser. On a déjà eu une saga des clones de Miles Morales très récemment. C'était nul. Abject. Et on a eu la même idée avec des super-héros. Et il continue, mais après on va avoir Miles Morales qui va avoir la même chose. C'est qu'on va avoir aussi un procès en diffamation à force de dire qu'à chaque fois que Nick prend de la coke. Franchement, je pense que devant un procès, ça se défend, à mon avis. Hein. Tu fais un test antidopage ou je sais pas quoi, un test anti-stupéfiant, à mon avis, je pense que ça révèle des trucs. Hein. Mais bon, bref, non, voilà, c'est le quart d'heure indispensable de First Print où on dit du mal de Niklo et de Chester. Très honnêtement, ne lisez pas ça. Il y a d'autres trucs, même chez Spider-Man, qui sont sympathiques. Même la série Amazing, alors que c'est Romita, je pense que ce sera mieux que ça. Enfin, déjà, il y a une ou deux idées originales en mode genre, tiens, oui, pourquoi pas. Alors que là, franchement, Gwen et Miles, mais comment il les défonce. On dirait qu'il est énervé contre eux. Bon, on verra la nouvelle série Miles qui arrive là à la fin de l'année. Je pense que Niklo, il préfère Peter Parker. Il veut surtout pas que les autres personnages aient de l'exposition. Du coup, il fait que des trucs nuls pour écœurer les gens. Et après, il dit, c'est bon, on peut les tuer maintenant. On fera un grand event où il y aura plus Peter Parker à la fin et tout. En vrai, franchement, moi, je commence à y croire. Non, et en plus, la Spider-Verse arrive. C'est le moment de mettre de la thune pour faire des bons produits avec ces personnages-là, de faire des relaunchs comme ils avaient fait quand le film Venom est arrivé. Ils ont pris Donny Cates, Ryan Stegman, et c'était déjà l'eau à l'époque. Donc c'est quand même chelou que ce côté bicéphale absurde qui veut absolument chier de la mauvaise idée systématiquement, comme un algorithme en roue libre, quoi. Enfin, j'en viens à douter de son existence, à vrai dire. Moi, je l'ai vu en vrai, donc il est bien réel. C'était pas un robot. Non, c'était pas un robot. Je suis allé toquer sur sa tête comme ça sonnait plein. Enfin. Ah ouais? Enfin, t'es sûr? C'était pas robotique en tout cas. Allez, t'as toqué, il y a un peu de poudre qui est sortie par devant. J'en voulais pour moi. Allez, Corentin, on continue. Partage les bons plans. Bah, c'est ça, s'il te plaît, Link. Allez, Corentin, on continue du côté. T'es hypé sinon? Hein? Toi, t'es hypé? Je suis hypé. Je vais tellement pas dire ça. Allez, putain, ouais, non, franchement, non, mais ça n'a aucun. Ils vantent que les designs ont été faits par Pitch Momoko et j'adore Pitch Momoko, mais vas-y, utilise-la pour faire autre chose, quoi. Pitch Momoko veut dessiner toute la série, là, moi, je peux me hyper, par contre. Là. Franchement, ça reste une idée de merde, hein. Oui, mais ça peut être beau, une idée de merde, alors que là, c'est a priori pas vraiment non plus, tu vois. Enfin, bon, on verra, l'équipe créative, c'est qui, nous. Avec les numéros What If, c'était quand même, de Miles Morales, c'était quand même particulièrement, pas terrible. Ouais. C'était Cody Ziegler, d'ailleurs, qui fait la série Spider-Punk à côté, qui est jolie, mais pas bien. Ah. Comme quoi, c'est possible. C'est vrai. On verra bien. En tout cas, il y a aussi une autre nouvelle du côté de Marvel, c'est qu'il y a une nouvelle série ongoing cette fois-ci et pas de mini-série consacrée au Cosmic Ghost Rider qui arrive l'année prochaine. Toi, tu aimes bien ce personnage, Corentin? Oui, oui. Je t'ai dit d'arrêter de te racler la gorge dans le micro. En fait, le Cosmic Ghost Rider, donc c'est une bonne idée qui part de la série Thanos de Donny Cates, effectivement, et c'est Cates qui avait fait le premier projet en 6 numéros. Avec Geoff Shaw d'ailleurs, non? Je ne sais plus. Je me rappelle plus, oui, sûrement. Mais ouais, donc c'était vachement bien, qui avait un côté un peu Rick et Morty, à la fois dans l'absurde, parce que c'était donc bon, le Cosmic Ghost Rider, c'est Frank Castle. Enfin, voilà, c'est Frank Castle, c'est le Punisher, qui après
Sa mort a passé un pacte avec Mephisto pour devenir le nouveau Ghost Rider, et puis ensuite a été transformé en héros de Galactus pour devenir le Cosmic Ghost Rider, donc il cumule à la fois la sauvagerie et le côté efficace du Punisher, avec les pouvoirs démoniaques du Ghost Rider et le côté cool, les badass de l'espace et tout. Enfin, du surfeur d'argent. Ouais. Voilà, et le côté effectivement les pouvoirs cosmiques du surfeur d'argent. Donc un personnage assez puissant qui dans la série originale revenait en arrière dans le temps pour essayer d'élever, d'abord de tuer puis ensuite d'élever Thanos. Et du coup il y avait vraiment un côté Rick and Morty absurde où en fait Thanos devenait lui-même un Punisher dans le futur, qui de la même façon que Thanos en fait considérait qu'on pouvait génocider des tonnes de gens du moment qu'ils étaient coupables de crimes. Donc en fait ça ne résolvait rien du tout. Ça c'était marrant. Après ils ont poussé un peu le projet un peu plus loin sans Donny Cates. Donc bon là c'est Juan Cabal au dessin, c'est plutôt un bon artiste aussi. Au scénario c'est Stephanie Phillips. Bon, j'avoue que j'ai du mal un peu à comprendre le pairing de ces gens sur Cosmic Ghost Rider. Mais encore une fois, on est chez Marvel, on ne laisse pas une bonne idée prendre la poussière. Actuellement, j'ai du mal à me connecter à ce qui se fait de cosmique très intéressant chez Marvel. J'ai l'impression que c'est un peu juste de l'exploitation de licence. Hein. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais le personnage a été créé, il a ses fans, on va continuer à le pousser un petit peu. Et au pire, on le garde dans le paysage au cas où le cosmique redevienne un truc vraiment super important. Après, Philips a eu de bons retours critiques, je crois, sur Sarah Harley Quinn, période Infinite. Ok, j'ai pas encore rattrapé ça. Mais voilà, tu vois, parce qu'il y avait eu la frénésie Thanos entre Infinity War et Endgame, on a eu beaucoup de Thanos d'un seul coup. Les gardiens de Ewing, de Cates d'abord déjà. Puis ceux de Ewing avec... Tu crois qu'il y a le Cosmic Ghost Rider dans Gardien de la Galaxie volume 3? Non. Bah, il y a pas Frank Castle déjà. Puis ce serait compliqué quand même. Parce qu'il faudrait faire revenir Thanos. Je sais pas, moi je balance des rumeurs. Enfin non, il faudrait Galactus déjà pour ça. Je vais me créer un compte anonyme sur Twitter et dire que c'est en voie. Par contre, visuellement, c'est une très bonne idée. Hein. C'est même au niveau du... Tu vois, le vieux Frank Castle qui vraiment a tout vu, tout su. Là, pour le coup, il a vu les enfers, il a vu l'espace. C'est devenu le pote de Galactus. Scène géniale où il l'appelle par son prénom en plus d'ailleurs, Galan. Il lui dit putain Frank Castle, qu'est-ce que tu fous là mon pote? Et il dit non, faut pas que tu tues la Terre parce que moi je les aime bien et tout. Et il répond bon alors c'est parce que c'est toi, d'accord. Et c'est franchement super série qui est édité chez Panini d'ailleurs. Si vous avez pas lu le Cosmic Ghost Rider, elles ont toutes été éditées de Kate, c'est choses, c'est vachement bien. Mais sinon celle-là on verra bien, si c'est bien tant mieux, sinon tant pis. Très bien. Avis journalistique. Complètement. Et engage et qui prend des risques. Ouais. Autant que Marvel. Il faut y aller à un moment. Ouais, clairement, là, tu prends autant de risques que Marvel, clairement. 8 ans de carrière. C'est ça. Allez, Corentin, on termine la partie comics avec DC qui a dévoilé ses grands plans. Vous avez déjà un petit peu parlé du teasing du Dawn of DCU, qui en fait est un Dawn of DC tout simplement. Donc c'est leur grande opération de 2023, un peu leur nouvelle bannière éditoriale, sachant que là, ils font ça, tous les 2 ans maintenant, puisqu'on avait Infinite Frontier en 2021, après Future State, et donc voilà, tous les 2 ans, une nouvelle bannière. C'est pas un relaunch comme les New 52, c'est juste que ça marque une forme d'étape, parce qu'en fait, ça va amener toute une nouvelle fournée de séries, parce que ça marque donc la fin de plus à DCU finalement. Dark Crisis on Infinite Earths, qui était leur gros event, et donc voilà, on remet un petit peu certains compteurs à zéro, ce qui promet en tout cas un bon enfer éditorial à gérer pour Urban Comics, qui va devoir faire une nouvelle collection de titres pour cette nouvelle phase éditoriale. Dawn of en français, c'est pas très vendeur. Tu vois, à la limite Infinite, tu rajoutes Infinite à pas mal de séries, bon. Ouais. Mais Dawn of ils vont pas faire des séries Dawn of Batman, c'est sûr. Enfin après on verra bien. Par contre, Batman, il y a pas grand chose qui a été lancé. Oui, de toute façon, mais voilà, ce que ça veut dire, c'est que sur 2023, il y aura toute une vingtaine de séries qui vont être lancées au fur et à mesure. Et Corentin, est-ce que tu peux nous faire le bilan un petit peu de ce qui a été annoncé pour le moment? Tout à fait. Alors pour l'instant, la frise chronologique ne va que jusqu'au mois de juin, pardon, n'importe quoi. Et ce mois de janvier. Ils ont annoncé 2 séries, voilà. Ça c'est de l'ambition. Ça va vachement bien. Donc alors ce qu'on sait déjà, ce qu'on savait, qu'on avait déjà évoqué, qui a été traité ici, c'était pour commencer évidemment le cas Superman avec le relaunch de Superman au numéro 1. Donc voilà, ça c'était effectivement connu. On sait qu'il y aura la suite de la série de Tom Taylor sur John Kent, qui sera faite au format mini-série. Adventures of Superman avec John Kent, ouais. Voilà, tout à fait. On sait que Detective Comics va être maintenu, ne sera pas relaunché, mais là actuellement c'est une série qui est en 2 parties, c'est-à-dire qu'il y a une partie. D'ailleurs, les 2 sont écrites actuellement par Philip Kennedy Johnson et illustrées par 2 artistes différents. Là, ça va passer en format à 3 histoires. Donc en l'occurrence, Kennedy Johnson reste dessus. Comme Action Comics, quoi, en fait. Voilà, Dan Jurgens arrive et Leah Williams aussi. Voilà, donc gros numéro. Bizarrement, parce qu'il y a beaucoup de couvertures variantes dessus, mais ça poursuit un arc en cours aussi. Celui où il y a les robots, j'ai rattrapé un peu pour savoir de quoi je parlais, mais ça va pour l'air très 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 clair. Après, à part ça,
On a donc on savait aussi qu'il y aurait Ultraman et Valzod dans les séries Superman et Adventures of John Kent, la série Man of Tomorrow Superboy qu'on avait vu dans le round robin et qu'on savait déjà qu'ODC voulait sauvegarder même si elle avait perdu le concours. Donc rappelez-vous, le round robin c'était un concours de vote par élimination où le public choisissait entre 2 projets sur un système de quadrillage. Donc voilà, elle est sauvée, tant mieux. C'est Jao Lindsay et Kenny Porter. Bon, je sais pas exactement ce que t'en penses, mais ça a l'air sympa. C'est Superboy qui quitte la Terre parce qu'il considère qu'il est un peu trop isolé. Il y a beaucoup de Kryptoniens sur Terre, donc il a plus grand chose à y faire, et qui va faire une sorte d'épopée cosmique. Et enfin, pour Superman, enfin les séries du groupe Superman, il y a Steelworks, une série, ou plutôt une mini-série a priori, qui va être créée pour John Henry Irons. Pas d'équipe créative pour l'instant, mais c'est créé pour les 30 ans du personnage, qui effectivement voilà était apparu à l'époque de la mort de Superman. Je sais pas trop ce que t'en penses là-dessus. A priori, Steel va prendre un peu de recul et sa nièce Natasha va prendre un petit peu comme Black Hammer avec sa fille, va prendre les commandes de l'identité Steel. Donc voilà. Dans les personnages de la Ligue, donc on va avoir comme pour Captain America avec la série consacrée à Sam Wilson et la série consacrée à Steve Rogers. On prend la série Green Lantern, donc on la coupe en 2. D'un côté Al Jordan, de l'autre John Stewart. Pas de dessinateur pour le moment. Mais c'est pas en même temps, par contre. Hein, c'est pas en même temps. Oui, d'abord, c'est Al Jordan, effectivement, qui commencera en avril, et Stewart plus tard dans l'année. Mariko Tamaki sur Al Jordan, et encore une fois, Philip Kennedy Johnson sur John Stewart. Il est vraiment partout. C'est vraiment devenu l'une des routes de secours les plus évidentes de DC. Côté plus qu'une roue de secours, hein. Oui, enfin, scénariste fidèle, si tu veux. Pareil, côté capitaine chez DC, Joshua Williamson, qui prend Green Arrow, avec Sean Isaacs. Donc pour un spin-off, enfin un dérivé de Dark Crisis, puisqu'on a perdu un peu de vue Green Arrow pendant Dark Crisis, on va essayer de le retrouver. Il est paumé a priori dans un pan cosmique et il faut que sa famille, donc Black Canary et ses gosses, le retrouvent. Shazam, là pour le coup, grande nouvelle quand même, Marco et Dan Mora, donc grand scénariste, grand dessinateur, qui vont récupérer Shazam. On coupe complètement avec ce qui s'est fait récemment avec le Shazam torturé pour adultes et tout. On revient à des séries pour enfants. Shazam, il va hors l'éternité avec ses potes, enfin sa famille. Il chill, il fait le con, aventure de gosse, ça a l'air super cool. Il y aura des dinosaures, parce que le Roche de l'éternité peut voyager dans le temps, ça c'est bien. Donc voilà, ça c'est un projet qui m'intéresse bien. Alors qu'en parallèle, ils sortent aussi un one-shot qui est coécrit par Zachary Levi et les acteurs du film. Oui, alors ça ils l'ont fait aussi pour Black Adam, hein, avec beaucoup de numéros consacrés aux origines de chacun des membres de la Justice Society. Mais c'était pas coécrit par Dwayne Johnson. Hein. Oui, ben, encore heureux. Mais il faut pas considérer que c'est canon, ça, on s'en fout. Je veux dire, on va avoir du bon Shazam a priori, c'est plutôt une bonne nouvelle. En plus, Shazam est jamais aussi bien quand il est traité sous l'angle de la légèreté. Rappelle-toi quand Morrison avait fait son truc Multiversity, le truc de Greg Pak aussi qui était Greg Pak, le roman graphique qui était trop bien. Je crois que c'était Greg Pak. Jeff Parker, pardon, Greg Pak. Jeff Parker qui était vachement bien aussi, et qui était vraiment sur le côté gamin et tout. Donc ça c'est bien, et d'ailleurs c'est étonnant que DC s'intéresse d'un coup à Shazam. Je me demande ce qui se passe en ce moment. Bon, je sais pas, il y a pas de deuxième film pourtant d'annoncer pour l'année prochaine. Pas du tout. Bah non. Enfin, c'est vraiment curieux. C'est curieux, mais tu vois encore une fois, hein, dès qu'il y a une adaptation, là ils mettent les moyens. C'est triste et à la fois tant mieux. Oui, après c'est pas une surprise, hein, ça fait des années que ça fonctionne comme ça maintenant. Oui, bien sûr. Mais je vois, ce que je voulais dire, c'est par rapport à Spider-Verse. Non, mais c'est par rapport à Spider-Verse pour Nico, tu vois. Ah, mais attends, peut-être que Marvel n'a pas encore tout annoncé. J'espère bien. Sinon, ça va chier. Bordel. Waouh. Qu'il est violent. J'aimerais bien kiffer Spider-Man en 2023, pardon, mais bref. Cyborg aussi. Enfin, avoir droit à une série à lui. Ça fait très longtemps que c'est plus le cas. Pas d'équipe créative, un spin-off de Dark Crisis, encore une fois. Et il a découvert un secret qui pourrait concerner l'ensemble de la Terre. Ouh là là, mon Dieu. Que je sais pas ce qui était. Personnellement, j'avoue que Cyborg, j'ai jamais trop été un. Ces dernières séries régulières étaient nulles, hein. Je suis désolé pour lui. Il n'y en avait pas une avec, Evan Rice? Si, peut-être. À l'époque DCU, non? C'était pas lui qui avait appris le dessin? C'était nul. Pas longtemps, mais c'était pas. À l'époque, je faisais encore les reviews Express VO, j'en avais lu un ou deux, c'était, oh là là. Ouais. C'est pas terrible. Non, il a pas eu de chance, hein, niveau équipe créative, il a jamais été très bien servi, quoi. Mais en même temps, pour moi, c'est un personnage d'équipe, c'est pas un personnage que le concept, voilà, en solitaire, après. Surtout que c'était toujours la même thématique, genre, je suis un robot, je suis torturé entre mes deux identités, voilà. Je ne sais pas, en plus, j'arrive pas vraiment à baiser et tout. Bref. Est-ce que je suis un être humain, ou est-ce que je suis juste une carte bancaire évoluée? Un smartphone. Et moi, je peux aller dans le métavers, si je veux. Il y avait un truc comme ça, en plus. Où il avait un double, tu sais, un double de lui-même qui était, c'était quand il y avait le Crime Syndicate, ça, je crois.
sais, où t'avais en fait le cyborg du Crime Syndicate qui était juste un être entièrement fait de données. En fait. Oui, tout à fait. Oui. C'était le virus, du coup. Ouais. C'était chelou. Bref. Du côté de Batman, quand même, grande nouvelle aussi, le retour de Brave and the Bold, mais précisément pour Batman, donc une anthologie avec des histoires courtes dans le monde de la chauve-souris. Quand même, Tom King, Mitch Gerads, Guillaume Marsh, bon, Gabriel Hardman, voilà, Rob Williams, ouais, et Dan Mora, encore une fois, parmi les premiers artistes annoncés. Donc ça c'est pour mai 2023. J'ai pas donné toutes les dates, mais vous avez le récap sur comicsblog.fr, très bon site qui est bien et qui nous ressemble un petit peu aussi. Et un titre Pingouin qui devrait avoir quelque chose de commun à d'autres projets qu'on a vu récemment comme Killing Time ou quoi, puisque c'est encore Tom King qui prend les commandes. Tom King qui est vraiment devenu le monsieur Batman des grandes séries d'essais. Il n'est pas dit que ce soit Black Label ou pas. A priori, vu que c'est Dawn of DC, ce sera en canon. Mais comme Killing Time d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, après Killing Time, c'était quand même très à côté. Tu peux le lire vraiment sans avoir aucune. C'est pas un Black Label. Voilà. Non. Tu vois, voilà. Non. Donc voilà, Stefano Godiano au dessin. Ça, c'est cool. Pas, voilà, c'est cool. Non, mais c'est de toute façon moi Tom King sur Batman, c'est toujours une bonne nouvelle, je trouve. C'était l'encreur de Richard Adler sur The Walking Dead. Et c'est plutôt, enfin c'est à peu près tout pour le Batman. Donc on voit qu'il manque des trucs. Hein. Après un titre Pingouin, pareil, un titre sur le Pingouin. Pourquoi faire un titre sur le Pingouin en 2023? C'est vrai que maintenant que tu le dis, je vois pas trop la raison. Parce qu'en plus personnage, depuis Danny DeVito. Personne. Non, parce que c'est la série Gotham. Tu te souviens l'acteur là? Oui. Avec mon nom en trois parties là. Non, parce qu'à la limite, il aurait été dans un film dont un spin-off serait en préparation pour HBO Max, je comprendrais. Mais c'est pas le cas. Du coup, ça n'a aucun sens. C'est là d'ailleurs que tu vois le peu d'influence qu'a eu la série Gotham, comme la série Pennyworth sur les publications. C'est vraiment en fait quand il y a. Si, Pennyworth, c'est une mini-série Pennyworth, arrête. Ah oui. C'est vrai? Oui. Sur Alfred? Oui. C'était bien? Je sais pas, j'ai pas lu. D'accord. Okay. Pourquoi j'irais lire ça? Je sais pas. Bon, il y a quand même une annonce, par contre, vraiment très surprenante. Pour la fin. Ouais, qui fait plaisir, c'est Unstoppable Doom Patrol. Donc le retour de la Doom Patrol en canon en plus, quand même, parce que c'était pas le cas pour la série de Gerard Way. Depuis 10 ans qu'on n'a pas eu de série Doom Patrol. Depuis les New 52, en fait, avant, il y en avait une. Et depuis, ils étaient juste fait une apparition dans la série Justice League de Geoff Jones. Mais c'était quasiment effacé du canon, de la continuité. On les voyait presque plus et tout. Et donc, ils reviennent. Dennis Culver, Chris Burnham, ça peut tout dire et ça veut rien dire. C'est pas forcément une mauvaise équipe. Mais voilà, Chris Burnham, c'est cool en tout cas. C'est cool. Un titre qui fait spin-off à Lazarus Planet. Donc il y a bien une utilité à ce crossover de merde. Après, attends, il y a Mark Waid sur Lazarus Planet, ça se trouve, sera pas trop mal. Oui, tout à fait. Donc voilà, quand même, la Doom Patrol québécois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te dise non? Non, ne me dis rien. Doom Patrol qui revient, qui garde un peu d'ailleurs le look de la série de Gerard Way, puisqu'on a encore un Robotman en blouson. Voilà, enfin ça pour le coup, moi c'est vrai que ça me fait quand même assez plaisir parce que la Doom Patrol, c'est une équipe de cœur personnellement. D'ailleurs, je trouve ça rigolo que DC ait relancé les Dead Boy Detectives et le Corinthien grâce aux séries Netflix et aussi à la future série Dead Boy qui arrive bientôt sur encore une fois HBO Max, alors que la Doom Patrol a pas vraiment eu de grosses retombées, alors que c'est l'une des meilleures séries de Berlanti. Sauf jusqu'à maintenant. Au moment où elle va probablement s'arrêter bientôt d'ailleurs. Donc c'est franchement plutôt chouette. Le roster est quand même assez intéressant. Je veux dire, l'idée de couper en deux les séries Green Lantern, c'est une bonne idée. Tamaki, c'est une bonne scénariste en plus pour Al Jordan. Moi, je pourrais éventuellement prendre autre chose que Kennedy Johnson et Williamson en général, parce que c'est des bons salariés, mais c'est pas les Tom King, tu vois, c'est pas les Tamaki, c'est pas des gens à qui je peux vraiment prêter un truc vraiment super bien qui me parlerait à fond. Mais au niveau artistique, il y a des bonnes choses. Au niveau de la variété des projets, il y a des bonnes choses. Jim Lee dit, bon, ça peut faire rigoler aussi, hein, que c'est le retour de l'optimisme après quelques années un peu sombres. Et tu te dis, mais ça, vous le dites littéralement tous les 2 ans. C'est 2 ans, on est dépressif. 2 ans, putain, la vie, ça va bien, en fait. Et t'as envie de dire, mais les gars, vous pouvez juste faire cohabiter les deux idées. En fait, on était quand même dépressif, ouais. Ouais, c'est ça. Et après, ça revient en mode, en fait, je suis vraiment dépressif. Mais après, ça va mieux. Donc bon, ça, c'est le discours d'intention. La vérité, c'est qu'il leur faut un push éditorial. Comme d'hab, des numéros 1. Marvel a un peu quitté cette logique-là, alors que eux, ils y restent encore, en fait. Hein. On est encore sur la logique de reload. Mais parce que Marvel est toujours en pole position, donc ils ont pas besoin de faire d'efforts plus que ça. Hein. Mais ce que tu dis en blague, en fait, c'est vraiment, je pense, un problème systémique par rapport à Urban Comics et au fait qu'il faille, encore une fois, changer la nomenclature, le nom officiel que tu donnes à chaque album et tout. À un moment donné, quand même, quand tu comptes New 52, DCU, DC Universe Rebirth, Future State, entre guillemets, et Infinite Frontier, ça fait 5 périodes en 10 ans, tu vois. Oui, après Future State, c'était juste une pause de 2 mois. D'accord, ça fait 4 périodes en 10 ans, c'est quand même pas mal. Et en plus, les New 52 ont quand même duré assez longtemps, donc si tu prends depuis 2016, DCU. Rebirth.
T'avais DC en 2015, Rebirth en 2016. Ah, tu vois, voilà, en 7 ans. Infinite Frontier en 2021, donc bon. Bah, c'est beaucoup quand même, je sais pas. Enfin, est-ce que vraiment les gens vont réussir plus tard à comprendre quel a été le rôle de chaque période? Ah, bah, ça, c'est au rôle des graphistes de faire des fresques explicatives dans les albums, hein. En plus, elles sont de plus en plus artificielles. Enfin, Infinite Frontier, il y a vraiment que la série de Williamson qui te donne une sorte de réponse méta-univers, et encore, elle contredit celle de Geoff Jones qui va déjà donner une réponse différente dans Doomsday Clock. Qui continue. Rappelons-nous, il y a The Watchman quand même qui n'a pas été annulé. Et t'as envie de dire mais putain, mais sortez-le quoi, ce bâtard. D'ailleurs, Geoff Jones sur aucun des projets qui est annoncé là, tu vois. Mais parce qu'il fait d'autres trucs pour l'instant encore. Je sais, mais dans ce cas-là, tu vois, quitte à changer il fait le Golden Age, il fait Stargirl. Mais quand on a fait Infinite Frontier, on a dit à Snyder bon bah c'est bon, on va là-bas, tu vois. Et ses idées pour Dark Crisis, Dark Knight Death Metal, on les a pas gardées. Pourquoi on garde encore les idées de Geoff Jones pour Doomsday Clock? Parce que alors qu'on change de période, oui, on transitionne, on coupe la poire. C'est lui-même qui les fait évoluer, mais parce qu'on est dans l'omnivers d'ici, et l'omnivers d'ici, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait coexister toutes les continuités qui existent. Non, et donc, c'est-à-dire que si je veux créer moi-même, apporter chez DC une réalité où Batman, il a un gros pif, eh ben, je peux le faire parce que ce sera dans l'omnivers d'ici. Le métavers de Geoff Jones qui l'explique dans Doomsday Clock, il y a une terre principale. Et il fait partie de l'omnivers aussi. Mais c'est pas logique. Mais si c'est logique, tout fait partie de l'omnivers. Bon, je vais pas m'énerver. Voilà. Geoff Jones, va-t'en, s'il te plaît. Moi, je suis ton copain, il faut que tu te détendes. On va faire des séries avec le Dr Phosphorus, là. Et voilà, c'est, du coup, moi, je trouve quand même que c'est des bonnes annonces. Enfin, c'est des annonces sympathiques. Ouais, on verra. Après, 20 nouvelles séries, en vrai, quand tu regardes, c'est pas si énorme, parce que tu constates qu'il y en a déjà 8 qui ont été annoncés. Il manque beaucoup de personnages vedettes, comme les Harley, comme Aquaman, par exemple, effectivement, même Flash. Enfin, il manque quand même. Aquaman, c'est sûr qu'il aura une nouvelle série à la fin de l'année prochaine. Et même, tu considères qu'il va avoir au moins un ou deux autres titres Batman, parce que ça reste quand même le truc le plus important. Bof, ça vend pas trop Batman, hein, quand même. Voilà, donc ça veut dire qu'il reste quand même peu de place pour les héros vraiment secondaires. Genre pour ceux qui attendaient le reboot de Ambush Bug, tu vois, c'est ouf, triste, tu vois. Quand même. Je sais pas. Black Label minimum pour Ambush Bug. En plus, ils vont sûrement pareil refaire du Constantine. Maintenant que il y a un nouveau film avec Francis Lawrence, je me demande s'ils vont le rendre brun, s'ils vont genre franchir cette étape affreuse. Maintenant que c'est vraiment la logique de conglomérat où tout doit se ressembler. Tout. Comme Aquaman avait repris ses cheveux longs et sa barbe. Tout en restant blond. C'est Jason Momoa. Pour ressembler un peu plus à Jason Momoa. Merci, hein. Jason Momoa, j'ai envie de dire. Bah ouais. Il est plutôt bien ce design quand même au final. Peut-être qu'ils vont faire une série Lobo. Pourquoi? Je sais pas. Tu l'as mis dans le programme, ça? C'est vrai? Non, parce que c'est à l'état de rumeur, donc j'attends. Franchement, je préfère attendre plutôt que de disserter là-dessus. Il aura un nouveau rôle à l'avenir chez DC, il l'a dit, on sait pas encore ce que ce sera. Voilà. Mais ce sera peut-être Lobo, peut-être. Corentin, on va passer du côté des écrans. On n'a pas énormément d'actualité de ce côté-là et c'est pas forcément une mauvaise chose non plus puisque l'important c'est de se concentrer sur les bandes dessinées. Mais du côté de la télévision, du coup c'est un film et techniquement ça sortira pas au cinéma donc j'ai mis dans cette partie-là petit écran un film animé Legion of Super Heroes qui nous avait été annoncé il y a déjà quelques mois et qui se présente dans un premier trailer qui nous montre que d'un point de vue direction artistique, on est du côté d'une des nouvelles adoptées par DC Entertainment, c'est celle notamment qui avait été utilisée sur Superman, Man of Tomorrow. Et je sais c'est World War II aussi. Ouais. Et donc Kara Zor-El qui est un peu triste parce que sa planète elle est un peu capote, elle est un peu explosée. Et on lui conseille en fait d'aller voir la Légion des super-héros au 31e siècle, histoire de se changer un petit peu les idées, d'aller fricoter avec Mon-El, hein. Voilà, parce que Mon-El, il est coquin. Ils sont parents, non? Enfin, ils ont un lien de parenté, non? C'est pas genre son arrière. Du tout. Non, ils ont pas lien de parenté. Non, ils ont le droit de sortir ensemble. Arrière. C'est pas Christine. Il y aura dans House of Dragon, on a le droit aussi. Oui, puis Christine Boutin, elle est mariée avec son cousin. C'est vrai. Bah oui. Elle a fait une belle carrière, en plus. Pourquoi ça n'est pas du tout impactant? Mais voilà, et dans le traité. L'Angleterre était mariée à son cousin aussi. Dans le 31e siècle, elle sera confrontée à une nouvelle menace qui me fait un petit peu penser à la Légion de Darkseid dans The Great Darkness Saga, mais qui après, je pense pas qu'ils aillent de ce côté-là forcément. Mais ma foi, ça a l'air plutôt sympathique parce qu'il y a Bouncing Boy, il y a, voilà. Pas au niveau amplitude, mais c'est sûr qu'il y aura au moins des pistes qui viendront de là parce que c'est quand même le plus grand événement de la Légion qui a jamais été écrit. Ouais. Et pour les fans de la Légion, c'est plutôt cool de la revoir comme ça. Il y avait une série animée, il y a quelques années maintenant, ça commence à dater, mais là, c'est vraiment,
ils vont vraiment aller se faire plaisir en ramenant un peu tous les membres plus ou moins. Il y a Fall of Arms Boy qui est donc un mec qui peut faire tomber ses bras. Fall of Boy. Fall of Arms Boy, c'est les mecs qui font du punk rock pop. Fall Out Boy, Fall Out Arms. Ah oui, d'ailleurs, désolé à toutes ces ceux qui ont été choqués sur nos propos sur le métal dans le dernier front page. On a reçu des missives de requêtes. Voilà. Oui, voilà, mais faut comprendre que quand je dis qu'un groupe me fait chier ou que je l'aime pas, je m'en fiche. Si vous, c'est le cas aussi. Il faut comprendre quand on dit qu'on pense pas avoir bon goût non plus, c'est vrai. Ouais, je vous rappelle que moi, j'adore Ariana Grande Camaro, donc voilà, tout le monde peut pas être parfait. Allez, Corentin. Moi non, par contre. Moi non. Toi, t'aimes pas Camaro? Ariana Grande Camaro, non. Bah les bad boys et les sexy ladies. Tellement incroyable. Incroyable. Allez, Corentin, qu'est-ce que toi, tu l'attends ça a l'air sympa. Bon, pas plus que ça. Après, j'ai du mal à me passionner pour cette catégorie de production qui reste dans son format enfermé un petit peu. T'as pas vu le Super Sons là récemment? Il est vachement chouette. Celui qu'en 3D du coup? Ouais. Mais c'est de la 2D, enfin c'est du modèle 3D, mais lui m'intéresserait plus. Après, je trouve que j'aime bien, tu vois, ce côté les contours épais qui font plus bande dessinée, qu'ils ont maintenant adopté depuis Man of Tomorrow. Mais ça manque de place en fait. Je trouve 1h15 c'est très peu et surtout pour la Légion, parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de personnages à faire rentrer, un concept qui en plus mériterait d'avoir un truc un peu plus développé. Une série animée pour la Légion. Voilà, c'est ça. Par exemple, voir même des ongoing en comics, très bien si ça revenait, tu vois. Donc mais la dernière c'était Bendis et ça a pas plu à beaucoup de monde. Ouais, je sais. En même temps, c'était pas très lisible. C'était pas incroyable, on peut se le dire maintenant. C'était compliqué à lire surtout. C'était super confus. Oui. Mais donc là, non, ce sera un petit plaisir fan service. Je pense pas beaucoup plus que ça à mon avis. Mais comme beaucoup, j'ai dit, les films animés DC, moi récemment, j'ai pas vu celui dont tu parles, Super Sons. Il est chouette, je te dis. Mais en général, je trouve qu'on manque un peu de la folie d'autres fois. Ouais. Et autre actualité du côté de la série télé, c'est Sony Pictures qui, après des mois après nous avoir fait miroiter ce genre de projet, annonce enfin vraiment un ensemble de séries sur les héros de Spider-Man, a commencé par une série donc Silk Spider Society qui ira d'abord sur MGM+, la plateforme que tout le monde connaît évidemment, avant d'être diffusée à l'international sur Prime Video. Donc l'univers Spidey se développe sur le petit écran. C'est pas une chaîne de télé plutôt MGM+? J'en sais rien. Je crois qu'ils le réservent à la télé avant ensuite de le basculer sur Prime. C'est un plus, c'est que c'est une plateforme à la con. Si je dis pas de conneries, Prime Video a bien racheté la MGM. Oui, tout à fait. C'est pour ça. Donc oui, alors on le savait effectivement que c'est pas tout à fait nouveau, qu'il y avait des produits en développement commun entre Sony Pictures et Prime Video, qu'ils avaient fait une association pour développer des séries parmi lesquelles Lord et Miller devaient être impliqués. Ça fait même 2 ans qu'on est au courant de ça, il n'y a pas eu vraiment de projet depuis. Parfois même on voyait apparaître des crédits sur IMDb en disant mais attends, mais il y a personne qui... Et on sait que Silk c'était une des priorités parce que déjà ce serait la première fois que Sony travaillera sur une héroïne plutôt que... Techniquement, Madame Web est une héroïne, mais c'est pas une Spider-Woman, au sens où elle ne vole pas entre deux buildings, elle ne met pas des patates à des mecs. Donc là, c'est quelque part... je me souviens d'un vieux podcast où on avait dit d'ailleurs que plutôt que de faire un univers de films de vilains éclatés au sol, ce serait plus intéressant que Sony aille prendre l'une des figures sur lesquelles ils peuvent utiliser le nom et l'identité Spider-Man, ou arachnéenne, donc une Spider-Woman, une Jessica Drew, ou une Silk, et qu'ils en fassent en fait l'héroïne de leur univers partagé. Bon, ça a pris un peu de temps, et a priori ce sera pas forcément d'ailleurs le cas, puisque ça sera réservé à la série télévisée, mais le film Silk, ça fait donc 4 ans qu'on en parle, qui a muté ensuite en série télé. Ça devait être l'année dernière un scénariste qui n'est plus engagé finalement, qui devait s'en occuper. Là, ce sera, il faut que tu m'aides à retrouver le nom, Arnaud Kikou. Ce sera la scénariste, l'une des scénaristes de Walking Dead. Oui. Alors j'ai envie de dire Veronica Kang. C'était pas la showrunner même. C'était l'une des showrunners, ouais, mais bon, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Je pense que c'est aussi parce que Silk est une héroïne coréenne et que il leur fallait simplement une scénariste qui puisse justement fitter avec l'éventuel input par rapport à ses origines, par rapport à son éducation, par rapport à ses traditions familiales, etc. Voilà, qui soit entre guillemets cohérent et authentique de ce point de vue-là, oui. T'as trouvé le nom, ça y est? Non, toujours pas. Ah bon, d'accord. T'es pas d'internet, ok. Donc oui, voilà, c'est bien parce que Silk, c'est un personnage qui est sympathique. C'est pas forcément la plus grande vedette de l'histoire du run de Dan Slott, mais son apparition était plutôt une façon intéressante de faire de la retcon. Pour celles et ceux qui ne voient pas du tout, donc c'est une jeune femme qui était au lycée avec Peter Parker, Cindy Moon, et qui, lorsque ils ont eu la fameuse visite au centre scientifique où Parker a été piqué par son araignée radioactive et mordu, elle aussi a été mordue dans la foulée.
Sauf que là, Ezekiel lui a mis la main dessus et pour la protéger des inheritors, enfin des héritiers et de Morlun, et là enfermé dans un bunker pendant toute la carrière de Spider-Man. Ce qui ne veut rien dire au niveau temporel, parce que en fait ça peut avoir duré 20 ans comme ça peut avoir duré 1 an et demi, vu qu'il y a eu plus eu de réécriture de réalité depuis. Donc voilà, là ce sera a priori un monde où il n'y a pas Peter Parker, et où en fait elle sera la seule à se faire mordre. Donc, et probablement pas non plus les héritiers, j'imagine. On va directement juste aller sur une jeune héroïne qui se fait un costume et va sauver des gens à New York. Angela Kang, c'était bien Angela Kang, la scénariste. Donc chouette, moi ça me hype un peu, dans la mesure où je trouve que justement ce sera peut-être une façon intéressante de varier sur le thème de Spider-Man, vu que Sony n'a pas l'air encore chaud pour faire Miles Morales en image réelle, que on se bouffe du Peter Parker depuis 20 ans maintenant, et que y a d'autres personnages qui seraient intéressants de développer. Bon, Cindy Moon, je vais pas me mentir, hein, c'est pas mon personnage préféré dans la toile arachnéenne. J'aurais préféré qu'ils aillent directement chercher Jessica Drew, mais c'est peut-être en cours pour le cinéma avec le film Madame Web, on ne sait pas, donc on va attendre de voir. On sait que Lord et Miller sont encore à la prod, ce qui est un gage plutôt rassurant, c'est grâce à eux, si on a eu Spider-Verse, rappelez-vous. Amy Pascal aussi, mais pas via Rad. Il n'est mentionné nulle part dans le communiqué de production, donc c'est pour le coup une très très bonne nouvelle, hein. C'est vraiment lui un peu le problème moderne sur Spider-Man. S'il n'est pas là, et en plus pour un produit qui n'a pas besoin de faire de l'horreur ou du super vilain, parce que Sony s'acharne à faire des films de vilains alors qu'ils n'ont pas vraiment montré de la violence et qui veulent que leurs vilains soient quand même compréhensibles et de fait deviennent des héros, ce qui est complètement con. Là, en faisant une vraie série de super-héros, peut-être qu'on n'aura pas le droit au ouais je tue des gens mais c'est que des méchants. Ce qui est un non-sens moral et cinématographique extraordinaire. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? Je m'en bats les couilles. Ah ouais? Vraiment? Ça m'intéresse absolument pas. C'est vrai? Incroyable. J'aime pas les héroïnes. Pourtant toi, Sony, justement, t'étais plutôt... Mais non, mais moi j'aime pas les héroïnes. J'adore Sony Pictures. J'aime pas les héroïnes. J'aime pas les minorités. Donc si tu me donnes une super-héroïne venue d'une minorité... D'ailleurs, il est pas impossible que les séries comme Miss Marvel ou l'afflux de produits, justement... on va dire, qui mettent en avant des personnages issus de la diversité ethnique de Marvel Studios, et puis aider Sony aussi à se bouger un peu le cul, parce que jusqu'ici quand même Kraven Venom qu'est-ce qui arrive là? Ouais, mais si c'est pour trouver avec des séries wokistes sur Prime Video, c'est vrai que on a un peu marre du wokisme. T'as pas envie d'en parler en fait, c'est ça? Non, c'est parce que le moins fais-moi un signe la prochaine fois, moi genre en fait j'aime bien Silk, mais vu que c'est Sony et malgré les noms de Lord et Miller, je ne peux pas avoir confiance, parce que c'est toujours aussi, il y a aussi Amy Pascal derrière, et Amy Pascal, on lui doit Venom et sa suite, on lui doit Morbius, on lui doit aussi Spider-Verse. Moi je pense qu'on doit plutôt Lord et Miller, mais c'est vrai du coup moi je suis le cul entre deux chaises. Non, t'es sur un fauteuil là je suis assis sur un fauteuil bien positionné, donc je suis pas ultra bien assis, tu vois. C'est vrai. Je suis pas très confortable. Je fais le canapé, il me casse un peu le dos. Non, mais du coup là, moi, je suis pas très confortable, et c'est vraiment le sentiment sur ce. Enfin, je sais pas trop quoi en penser. On aura du mal à se débarrasser d'Amy Pascal, tu sais. Malheureusement, il y en a qui ont essayé. Mais donc ouais. Je te dis après, moi, je suis pas hypé. Je sais pas quel âge elle a. Faudrait qu'elle vienne vivre en France pour avoir la retraite à 63 ans. Je sais pas quel âge elle a. Elle a commencé à être âgée un peu maintenant. Mais tu vois, enfin, je suis pas hypé non plus. C'est juste. Enfin, c'est pas des super méchants hypocrites, quoi. Oui, c'est sûr que c'est déjà plus intéressant, en tout cas, oui, dans ce genre de perspective. Les récentes séries Silk, je crois qu'il y a Miyazawa qui était dessus. Ouais. Graphiquement, c'était super intéressant. Hein. Bon, là, ce sera des images réelles, donc probablement moins. Ça m'intéresse plus en animation aussi, en fait. Et puis j'aimerais bien, qu'on vienne à du vrai Spider-Man, en fait. Entre deux buildings, qui volent, qui sauvent des gens, enfin, du coup, Spider-Woman. J'en ai marre, en fait, du multivers, des anciennes versions des héros, d'Iron Man, de tout ça. Donc si on peut avoir ça avec un autre personnage que Spider-Man, j'ai envie de dire pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Eh bien, tu l'as dit. Et voilà, je l'ai dit. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir aborder la dernière partie de ce podcast, avec une unique actualité consacrée au cinéma, et pas des moindres, hein. On l'a appris ce matin même alors on enregistre ce podcast. C'est la guerre des Bob, le retour, puisque Bob Iger reprend l'écho. J'imagine des soldats avec que des Bob dans un genre de bataille. C'est marrant. Non, c'est pas très... C'est super marrant. C'est typiquement ton genre d'humour, en plus. Bah non, pas du tout. L'absurdisme d'une phrase détournée. Je n'aurais jamais pensé à ce genre de choses-là. Je suis pas du tout jaloux que tu m'aies volé ma vanne, mais ok. Donc, désolé, Bob Iger qui revient en tant que PDG, en tant que CEO de Disney. Alors que pourtant cet été, Bob Chapek, qu'il avait remplacé lors de son départ en 2020, a été prolongé de 3 ans. À croire que Bob... il sera prolongé dans un placard.
Voilà, non, il dégage, c'est effectif immédiatement. Maintenant, c'est Bob Iger qui a re-signé pour 2 ans minimum, sachant que parmi ses missions, il faut naviguer Disney à travers une période qui est malgré tout pas si évidente que ça, puisque dans la gestion des licences, on voit quand même que la phase 4 n'a pas le succès public et critique étonnamment que la phase 3 pouvait avoir. Alors même si du côté des shows Disney+, il y a peut-être un peu plus d'adhésion, mais c'est pas non plus évident. Star Wars, c'est quand même très compliqué parce que à part Endor, leur série, certaines ont reçu des accueils catastrophiques, surtout que d'un point de vue cinéma, il y a plus de films là qu'on voit arriver dans les prochaines années. De toute façon, c'était la directive de Chapek, c'était maintenant tu blindes Disney+. À tel point, mais c'est tout un dossier parce que alors, je finis juste. Vas-y. Et surtout que, avec la pandémie, la crise du Covid, en fait, Disney a perdu énormément d'argent sur ses parcs et ses attractions. Et donc, tout ça pour dire que leur action a chuté récemment en bourse et que il faut peut-être justement avoir quelqu'un de plus de confiance. Et Bob Chapek, il a dirigé de 2005 à 2020 Disney. C'est c'est à lui qu'on doit les acquisitions. Iger. J'ai dit quoi? Chapek. Ah non, pardon, Bob Iger, pardon. De 2005 à 2020, il a acquis Pixar, puis Marvel, puis Lucasfilms, puis la 20th Century Fox. Il a fait quintupler l'action de Disney en bourse. Donc on imagine que voilà, il a pour but de naviguer la barre là dans un monde qui se rend compte aussi que le tout streaming c'était pas la solution, que pour attirer les gens au cinéma, il faut aussi faire des choses. Et pour ouvrir les parcs dans un contexte toujours pandémique, il va falloir aussi gérer les trucs. Et il doit aussi se trouver un successeur, mais un vrai cette fois-ci. Donc ce sera peut-être un autre Bob, le 3e, qui va sortir de son chapeau. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est un chapeau, c'est pas Chapek, quoi. Ouais, après, on critique mes blagues sur les Bob. Écoute, ouais. Donc c'est tout un dossier, hein, et c'est beaucoup plus complexe que simplement, parce qu'il y a des intellectuels, évidemment, qui s'y connaissent vachement bien en business et compagnie, qui vont te dire, ouais, c'est parce que Marvel Studios est devenu trop woke et tout. Non, les gars, en fait, il faut vous barrer vraiment très très loin sur une île et parler entre vous. Voilà, laissez-nous le vrai monde, parce que là, vous savez pas ce que vous dites. Parce qu'évidemment que ça n'a rien à voir avec le sujet des films de Marvel Studios ou leur orientation politique éventuelle. Ça a à voir avec la bourse, ça a à voir avec le groupe Disney en général, ça a à voir avec le fait que Bob Chapek lui-même vient des parcs d'attractions, qu'il est arrivé juste avant la crise du Covid, à une époque où son sujet d'expertise, les parcs d'attractions et les croisières, a fermé, et que il a fallu éponger les dettes, éponger les pertes. À l'époque, Iger était déjà revenu en plus. Ouais, il était président du conseil d'administration. Ça, voilà. Et en fait, il donnait des hein. directives avec Chapek, et apparemment, de ce qui se dit sur THR, sur Variety et sur Deadline, les deux mecs se détestent, ils ont pas du tout la même vision du business. Il y a eu des éditoriaux entiers, un que je pourrais partager en dessous du podcast pour ceux que ça intéresse vraiment, mais qui disaient qu'en fait, les anciens lieutenants, les grands capitaines d'industrie, les patrons de studios, etc., ils avaient une façon de travailler avec Iger qui était très différente avec Chapek, où en fait, un petit peu à la Zaslav, il éliminait beaucoup de corps intermédiaires, on va dire, pour parler politique, pour en fait avoir que tout le monde s'adresse que à lui. Donc ça posait des problèmes à Pixar, par exemple, où Pixar, on sait, beaucoup de sorties ciné ont été annulées à cause de lui. Ouais, c'est ça. Que la mise en avant de la diversité, justement, était pas forcément très bienvenue du côté LGBT+, par Chapek. Et par exemple, que Red Alert aurait pu être Red Alert Rouge aurait pu être plus revendicatif sur ce sujet-là, mais que ça a été, gommé. Il y a eu le sujet de la polémique Don't Say Gay, la loi qui visait à limiter l'expression du champ LGBT+, dans les discours qui sont prononcés dans les écoles et dans les lieux publics. Voilà, en Floride, et où Chapek a eu un discours très bizarre où d'abord il voulait pas en fait s'en mêler en disant mais on va quand même continuer à soutenir le candidat en question. Puis après il avait fait un backtrack. Il s'était retourné sur le sujet pour finalement dire non, en fait on est bien avec les gens comme ça, etc. Il y avait eu évidemment, comme tu l'as dit, le tout streaming, Prey qui est tombé en streaming, qui aurait pu sortir au cinéma, c'est un blockbuster et tout. Le fait que même s'ils ont pris la première place des plateformes, ça reste pas très cher. Ils ont eu une belle accélération, mais justement ça commence à stagner depuis le début, depuis quelques mois, ça n'accélère plus. C'est vrai que tous les services de Disney mis ensemble en fait sont à plus maintenant d'abonnés que Netflix, mais juste Disney Plus par contre c'est quand même pas encore Disney ça. Plus qui coûte moins cher que Netflix, quelque part avec des productions qui, comme tu l'as dit, n'ont pas forcément remporté un succès aussi phénoménal que le voudrait. L'abandon de Star Wars au cinéma, en fait, tu vois, c'est que Bob Iger, il avait aussi une stratégie qui était le cinéma. Il a canalisé. Disney Plus, c'était son idée au départ. Disney Plus, c'était lui l'architecte. C'était sa dernière idée, ouais. Mais quand tu regardes les productions qui étaient prévues entre 2019 et 2023, sur l'année 2019 et sur l'année 2023,
2022, pardon, entre ce qui sort vraiment au cinéma et ce qui sort en streaming maintenant, enfin, à part Avatar, Marvel Studios, et c'est à peu près tout, tu vois, enfin, les grosses productions de Disney. Si t'as les remakes en live action de Walt Disney Pictures, mais c'est pareil, à un moment donné, ça va finir par se tarir, quoi. Ils vont finir par arriver au bout de la logique, quoi. Enfin, bref. Donc, c'est tout un sujet. Le fait est aussi que Chapek a très, très mal géré le dossier Black Widow, où il a vraiment été en frontal, contre la productrice du film, Scarlett Johansson, qui a dit, bah, je veux qu'on m'indemnise, et qui a répondu, non, parce que t'as été payé quand même 40 millions déjà, donc, enfin, ce qu'elle est madame, et qui a dit, en plus, que pendant la crise du Covid, oser demander de l'argent, c'est quand même un peu vicelard et tout. Ça, on sait par exemple que Iger était totalement opposé à ça. Il y a des débats aussi par rapport à la gestion, la prise de décision de valider des productions ou pas, ou de leur donner une direction précise, qui s'appuyait beaucoup par rapport au big data et en fait à la recherche aussi machine learning sur le côté. Voilà, il faut gérer la boîte avec des données fiables que sont du coup la recherche algorithmique, ou alors on prend un exemple de ci qui a marché avant et on le répercute et on le réplique, etc. Et alors que Iger, c'était plutôt en fait non, il faut aller vers le talent en fait. Il faut prendre les artistes, les écouter et essayer de composer avec leur vision à eux. Tu vois, et ça a toujours été un peu plus sa philosophie à lui. Bon, enfin, je dis pas que Iger était irréprochable, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment, il faut lire des papiers là-dessus pour s'en rendre compte, mais il y avait vraiment des guerres internes, en fait, entre, c'était pas le bon choix, en fait, pour le remplacer, c'était vraiment un businessman, et Hollywood, c'est un business, mais c'est aussi un milieu artistique, et le mec qu'on a mis à la place de Iger avait pas une vision artistique du truc. Donc, moi, très clairement, depuis que Chapek est arrivé, je trouve que Disney s'effondre à plein de niveaux. Que ce soit au niveau du respect des artistes, de l'investissement dans les technologies qui pour moi détruisent des secteurs d'activité entiers. Ce qui veut pas dire encore une fois que Iger est irréprochable, c'est aussi lui qui a mis Kevin Feige en place. Tout ce qu'on dit par rapport à la rémunération des artistes de FX et de comics, c'était déjà là sous Iger, il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. L'essorage de franchise, c'était lui aussi. Le capitalisme où on va racheter la Fox, virer la plupart des employés, sabrer 200 films, c'était Iger aussi. Mais au sein du groupe Disney, Chapek était pas un bon président. Et quand tu parles de perte en bourse, quand même, c'est 24 milliards, dernier sommet des actionnaires qui a eu lieu au début du mois, et c'est pour ça que c'est précipité. Ouais. Il y a des gens qui croient à une théorie du complot, ce qui est pas impossible non plus, que Chapek aurait des bails sombres, ou un bail de cul, ou quoi. Il y a des gens qui attendent quand même le fond de l'affaire, parce qu'ils disent quand même que juste avant Avatar 2, et juste avant la fin de l'année et les vacances, qui sont une période très faste pour Disney en termes de vente, de merchandising et tout, que c'est bizarre de le virer juste précisément maintenant. En fait, ils se demandent s'ils font pas ça aussi parce que justement il y aura un scandale à la clé ou quoi, comme pour Tsujihara, voilà, parce que les patrons de boîte sont pas du tout exempts de scandales sexuels ou financiers ou quoi. Donc faut voir, mais moi tel quel, j'admets que je suis pas du tout triste du départ de Bob Chapek. Depuis qu'on a écouté tous les front page qu'on a fait, ou les Fresh Starts, ça s'appelait comme ça avant, où on parlait de la gestion de Disney au jour le jour, on a été véhément pour de bonnes raisons, parce que le groupe a vraiment adopté des logiques très cyniques, très nihilistes, par rapport à ce qu'est censé être Disney, le monde merveilleux où tout va bien et tout. Donc ouais, moi personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et même si ça peut paraître aussi quelque part comme quand Zaslav rachète Warner Bros Discovery après 4 ans de gestion désastreuse par AT&T, tu te dis qu'en fait les conglomérats et les corporations actuellement sont vraiment dans la tempête, comme tu disais. C'est un monde très compliqué aujourd'hui où il faut naviguer entre des influences politiciennes, entre un monde du streaming qui tient pas toutes ses promesses, entre les technos d'avenir comme le métavers ou les NFT. C'est même que de pas tenir ses promesses, c'est même qu'il y a une désillusion en fait par rapport justement aux illusions que s'étaient bâties les gens en se disant le streaming va vraiment devenir le nouvel Eldorado. Et en fait, encore une fois, regarde Disney qui a édité des NFT Wall-E, par exemple, le comble du cynisme, tu vois. Mais bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Et tu vois, ça c'est pareil. Il faut qu'ils tâtonnent. Ils sont obligés en tant que conglomérat d'aller voir si ces nouvelles technologies-là vont là où l'herbe est verte. Ouais. Mais du coup, il y a quand même un côté, c'est ils bouffent à tous les râteliers, quoi. À un moment donné, Disney n'est plus le grand lanceur de tendance qu'il a été à une époque, avec Marvel Studios, avec la nouvelle trilogie Star Wars. T'as l'impression vraiment que c'est une boîte qui fait de l'exploit. Elle fait que de l'exploit, et elle fait l'exploit à pas cher pour nourrir une plateforme de streaming qui, pardon de le dire, a quand même pas non plus 40 bonnes séries. Donc, faut voir. Moi, je pense que Kevin Feige est très content. Par contre, parce que c'est quand même lui, c'est Iger qui a fait de Kevin Feige le patron de Marvel, et c'est tous les deux, ils ont régné ensemble sur Hollywood pendant 10 ans. Chapek, je sais pas, il faudrait vraiment avoir des articles de fond pour savoir comment ça a changé au sein de Marvel. Ça a forcément changé au sein de Marvel, même si Feige était autonome. T'inquiète pas que le Hollywood Reporter, ils vont balancer les bails dans pas longtemps. Ouais, j'ai hâte de voir ça, mais du coup, voilà, enfin. Ça rend très curieux. Comme tu l'avais dit à un précédent podcast, ils peuvent pas virer le patron. Évidemment que les actionnaires peuvent virer le patron. En parallèle de ça, de Musk qui est en train de tuer Twitter, effectivement David Zaslav qui fait ce qu'il fait. Ouais, il engage Gunn et Safran, ça va, hein.
Oui, non, mais ça, c'est la récente bonne nouvelle qui arrive après quand même un flot de mauvaises nouvelles, tu vois. Je t'ai toujours dit sur Zaslav, c'est sûrement sûrement peut-être le mal pour un bien, hein, franchement. On verra, mais pour l'instant, je vois plus le mal que le bien. Ouais, parce qu'il faut attendre. James Gunn a toute liberté pour faire ce qu'il veut. Oui, on verra la feuille de route qu'ils proposeront pour. En tout cas, ça nous rappelle que nos amis les PDG ne sont pas, contrairement à la croyance populaire, des gens qui savent exactement ce qu'ils font et qui sont exempts de faire d'erreurs parce que eux, ils ont fait des grandes études, ils ont de l'expérience, ils ont un beau costard avec une belle cravate. Non, parfois aussi ils font de la merde, c'est comme ça et il faut les virer dans ces cas-là. Et ça arrive. Et ça arrive effectivement. Très bien, merci Corentin. Puis on en a terminé pour ce front page. Donc on vous rappelle que si l'émission que nous vous fournissons 3 fois par mois vous plaît, vous pouvez nous le faire savoir. N'hésitez pas à réagir sur notre site ou les réseaux sociaux aux sujets qui sont abordés, à partager nos podcasts et donc à nous soutenir aussi sur Tipeee pour que le podcast puisse perdurer pendant encore de nombreuses années. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut! Salut!